Qu'est-ce que je vais vous raconter pendant ces 4 heures? Parce que ça dure 4 heures, je ne l'ai pas dit. Je vais vous raconter ma vie, puisque le zéro déchet, c'est une histoire de vie personnelle, de mode de vie, donc ça nous touche directement dans la vie quotidienne. Donc je vais vous raconter la mienne de vie quotidienne, ma vie familiale. Je vais vous expliquer pourquoi on s'est mis au zéro déchet, puisque ça ne nous est pas arrivé un matin, comme ça on s'est levé, tiens, on va s'y mettre. Ça a été une démarche empirique, une expérience de vie professionnelle, puisqu'on a passé quasiment 20 ans dans des associations de protection de l'environnement, éducatives, humanitaires. Donc c'était un cheminement, les déchets on les a vus dans l'environnement. J'ai commencé à les ramasser, rappelez-vous, vous ne savez pas, mais en 2001, j'ai commencé à les ramasser en montagne, dans les cours d'eau, et c'est là que j'ai pris conscience de la pollution de l'écosystème. Donc voilà pourquoi on s'y est mis, ça a été une démarche d'expérience, et je vais vous raconter comment on est arrivé à avoir des si bons résultats, parce que vous aussi, je pense et j'espère que vous les aurez, et puis surtout, j'ai expliqué ce qu'on a trouvé, parce que en faisant du zéro déchet, on s'attaque aux déchets, qui est juste le symptôme de notre société actuelle, qui est malade. Nous sommes malades de notre consommation et on rend malade notre écosystème de manière assez impressionnante aujourd'hui. Donc en s'attaquant aux déchets, et on va s'attaquer au système. En fait, on va détricoter un système pour retricoter un autre système un petit peu plus vertueux. Le déchet était vraiment le symptôme. Voilà ce que je vais vous expliquer pendant donc, ces 6 heures. Maintenant, c'est 6 heures, parce que j'ai envie que ça dure. On est tellement bien ensemble. Allez, comme je suis poli, je vais vous présenter d'abord ma poubelle. C'est ce qu'on fait quand on fait les zéro déchets. Peut-être que vous faites des apéros, tout le monde vient avec sa poubelle, bonjour l'ambiance. Je vous présente Martine. Martine, c'est notre dernière poubelle. On l'a gardée 6 mois. Alors attends, est-ce qu'il y a une Martine dans la salle? Non, c'est bon? Tout va bien, j'aurai pas de mail d'insultes ce soir. Impeccable. Donc Martine, on l'a gardée 6 mois et on lui donne un prénom. Voilà. On devient un petit peu, il y a les pathologies des zéro déchets. Quand on garde une poubelle 6 mois, ben, on lui donne un prénom, c'est on va dire le syndrome de Stockholm, vous savez, on s'attache comme ça, c'est l'affectif, donc on lui parle, on lui donne à manger, tout ça. Et puis surtout, je vous présente Bob. Bob, il est lui carrément dans son canapé, il boit l'apéro, puisque c'est notre poubelle pour 1 an. Voilà, je vous l'ai amenée ce soir, elle est là, ça c'est notre poubelle pour 1 an. Quand on voit ça, on se dit incroyable. Vous dire qu'on est les meilleurs, c'est pas l'objet de ma venue, surtout vous dire que c'est possible. Voilà. On peut arriver à produire cet équivalent de déchets ménagers résiduels, c'est-à-dire ce qui reste vraiment dans la cuisine, dans cette poubelle, en 3 ans, puisque 3 ans avant, on était à une poubelle chaque semaine. Voilà, donc on est passé d'une poubelle par semaine à un bocal. Voyez que c'est possible, et c'est ce que je vais vous raconter. Pourquoi on s'y est mis? C'est ce que je vous ai dit au départ. On a passé beaucoup d'années au chevet de l'écosystème, à essayer d'éduquer les générations futures, les élus, les entreprises. Moi, j'ai passé ces 20 dernières années à essayer de sensibiliser tout le monde au changement climatique, à la perte de biodiversité, à la perte et à l'épuisement des ressources, etc. etc. J'ai commencé à l'époque en 98, c'était l'époque d'Attac. Vous vous rappelez Attac pour la taxation des transactions financières. J'en rêverais aujourd'hui là, sincèrement. On ne l'a pas du tout fait depuis. Bref, en 98, j'étais éducateur à l'environnement dans le Vercors. Vous savez, le Vercors, c'est ce petit massif qui est au-dessus de Grenoble, et qui est absolument génial. J'ai passé 4 ans fantastiques là-bas. Et là, à l'époque, j'emmenais les enfants voir l'écosystème, je leur expliquais la rivière, le cycle de l'eau, la forêt, et toute cette base qui fait qu'aujourd'hui, on est vivant et qu'on habite, nous, aujourd'hui, sur Terre. Et puis, surtout, je suis passionné de glisse, de surf, de snowboard, de randonnée. Je suis toujours en montagne ou dans l'océan, dans les vagues, donc dans des milieux absolument extraordinaires, absolument magnifiques. Et en 2001, avec des amis, a été créé Mountain Riders. Moi, j'y suis arrivé en 2002 et j'ai repris l'association pour essayer de la développer. Et à l'époque, on était juste des passionnés de glisse qui essayaient de protéger la montagne. Voilà, quand ça a démarré. Donc, on a commencé à faire comme sur le modèle de Surfrider, à aller dans la montagne et de ramasser les déchets qu'on trouvait. C'est comme ça que ça a commencé. Et surtout à la fonte des neiges, vous savez, avril, mai, c'est la fin de la saison de ski. Et là, une fois que la neige fond, on voit apparaître les dégâts. Donc, on remontait sur les pistes de ski avec des sacs comme ça. On n'était pas nombreux au début, 7, 8, 10. On regardait avec drôle de yeux parce qu'on avait un peu des cheveux comme ça et des capuches, là, c'était un peu bizarre. Et on remontait les télésièges comme ça, une fois que la neige avait fondu, et on ramassait les emballages alimentaires, des pommes-potes, des bouteilles d'eau minérale, tout ce qui est en plastique jetable que vous connaissez bien. Les mégots aussi. Vous savez, ces mégots, on est sur le télésiège, on profite, c'est bien, ouais, super la vue, j'adore cette station. Et je jette mon mégot. Déjà, ce geste-là, il est inacceptable en ville, quand on marche ou par la fenêtre de la voiture. Ça va être directement dans l'écosystème. Il n'y a pas des gens de la commune, de l'agglo, qui sont là dans les égouts à voir les mégots qui passent et les attraper.
D'accord? Donc tout ça va aller dans les égouts, tout ça va rejoindre évidemment le cycle de l'eau, la rivière, et évidemment le fleuve et l'océan, in fine. Donc ça c'est le début de la grande pollution des océans par les déchets. C'est ce mégot-là que l'on ramassait, nous, sous les télésièges. Et pour vous donner une petite idée, on a ramassé 30 000 sous un télésiège de 10 pylônes. Voilà à peu près le ratio. Il y en avait tellement qu'avec des stations comme Courchevel, on a mis en place des cibles comme ça, sur les 2-3 pylônes avant d'arriver, parce que c'est là qu'on en trouvait le plus, pour que les gens visent la cible. Comme ça, au moins, on avait tout dans une bâche, et ça évitait de polluer les pâturages et le cycle de l'eau. Voilà comment j'ai vu les déchets rentrer dans ma vie, en étant vraiment sur le terrain, dans l'écosystème, et à essayer de les ramasser. Et puis j'ai vécu toutes ces années, on a continué, on était partenaire de la Fondation Nicolas Hulot, rappelez-vous, en 2006, le pacte écologique, ça vous rappelle quelque chose? Qui ont débouché sur les Grenelles de l'environnement, le Grenelle, pardon, en 2007, 2008, 2009, Grenelle 1, Grenelle 2, Grenelle de la mer. On a participé à tout ça. À l'époque, on marchait sur l'eau. C'était absolument génial. La première fois que les institutions publiques, les entreprises et les citoyens, via les ONG, étaient à la même table pour décider d'un avenir commun. Décider d'une société qui soit durable. On a écrit tout ça, hein. Ça existe, hein. On l'a très peu appliqué. Très très peu. Quelques lois, très peu de décrets. C'est dommage parce que des fois j'imagine quand on vit ce qu'on vit actuellement, dans quelle société on serait si on avait vraiment appliqué les Grenelles il y a 13 ans. Ce serait une autre société, je pense, en transition écologique et beaucoup plus saine et agréable et sécuritaire finalement pour tout le monde. Bref, j'ai vécu toutes ces années-là et pendant toutes ces années, voilà ce que j'ai vu dans l'écosystème. Voilà ce que j'ai pu constater. Alors moi je viens de Cabreton, vous savez où c'est ? C'est dans le sud des Landes, c'est sur la côte atlantique, juste avant Bayonne, vous voyez, un petit peu plus loin. J'ai de la chance, j'habite à 1 km de l'océan, donc j'y vais souvent. Et là, je vous montre la photo de ma plage au mois de janvier. C'est pas du tout la carte postale, hein. Là, c'est compliqué de mettre sa serviette pour pouvoir faire la bronzette. En fait, qu'est-ce qui se passe l'hiver? Ben, l'océan vient nous donner à voir tout ce qui d'habitude échappe complètement à nos yeux. Il vient en 24 heures, 48 heures. Vous savez qu'au mois de janvier, mais même avant, en décembre, on peut avoir des grosses houles, on peut avoir des tempêtes. Hein, des fois, ça décime la forêt. Vous vous rappelez un peu 2009. Mais on a des tempêtes, on peut avoir 7, 8 mètres de houle. Et là, l'océan va venir vomir en 24, 48 heures tout ce qui d'habitude coule et échappe à nos yeux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le petit mégot qui arrive dans l'océan, ben, c'est valable pour beaucoup de déchets. On estime aujourd'hui que 200 kilos de déchets arrivent chaque seconde dans l'océan. 200 kilos, c'est-à-dire 1 tonne toutes les 5 secondes, arrive dans les océans via les cours d'eau. 14 millions de tonnes de plastique sont rentrées dans nos océans cette année. C'est une catastrophe. Alors qu'est-ce qui se passe d'habitude? Ben, ces plastiques-là, ces déchets-là, vont être engloutis, vont couler et aller étouffer les écosystèmes. Vont être ingérés, bien sûr, par toute la faune aquatique, les mammifères marins, les poissons, que nous mangeons derrière, hein, d'accord? Les oiseaux marins. À peu près 1 million d'oiseaux meurent d'ingestion plastique chaque année. Je vous ai mis une petite photo d'un fulmar en décomposition que vous avez juste à droite. On regarde son estomac, qu'est-ce qu'on trouve? Un briquet. Je ne sens pas qu'il fume, hein, le fulmar en fait. Hein. Un briquet, des bouchons de bouteilles d'eau minérale, des plastiques, des polystyrènes, bref, des plastiques en tout genre, qui, une fois que tout ça a rempli l'estomac, évidemment, le mammifère ou l'oiseau va mourir. Hein. 100 000 mammifères marins chaque année vont mourir d'ingestion plastique. Voilà où on en est. Et puis je dis, les 3 quarts coulent, et puis le dernier quart va flotter. Va être emmené par les courants marins. Vous savez qu'on a des grandes dominantes de courants marins aujourd'hui sur Terre qui font la régulation du climat d'ailleurs, hein, les échanges entre l'eau salée et l'eau douce, entre les eaux froides, les eaux chaudes. Vous avez sur cette petite carte les grandes dominantes. Et comme on est une planète qui est ronde avec une hémisphère nord et une hémisphère sud, on va se retrouver avec des gyres, c'est-à-dire des grands tourbillons marins qui dominent aujourd'hui sur Terre et qui vont regrouper les déchets qui flottent au milieu, créant ce qu'on appelle les grands continents de déchets. Vous connaissez ça, vous avez déjà vu. Le plus grand, en haut, est au nord du Pacifique. Vous voyez la tache jaune, au large de la Californie. Celui-là, on estime que la pollution, en termes de surface, équivaut à 1/3 de l'Europe. Alors quand on est dessus, c'est pas du tout comme ma plage. Hein. On voit pas les plastiques comme ça. On se dit, mais même, il n'y a pas de pollution. Elle est où? Il est où ton continent de déchets? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que les plastiques sont dans l'eau, dans l'océan, ils vont être attaqués par le milieu. C'est un milieu marin, c'est assez caustique. On va se retrouver avec l'iode, le sel, les UV. Donc le plastique va se fragmenter, il va se casser. D'accord? On retrouve d'ailleurs sur nos plages beaucoup de petits fragments comme ça. Et puis le plastique va se dégrader
jusqu'à devenir des microplastiques. On est à 10-6, hein, ça on le voit même plus à l'œil nu. Nanoplastiques, c'est-à-dire qu'on va dégrader le plastique jusque la molécule la plus petite. Et ce plastique-là va rentrer en profondeur dans la chaîne alimentaire. On estime que d'ici 2040, c'est-à-dire dans 20 ans, c'est demain, hein, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans, à l'allure à laquelle on va. On a produit cette année 400 millions de tonnes de plastique sur Terre. On estime que d'ici 20 ans, ça va doubler, voire peut-être tripler. En fait, je suis en train de vous expliquer que le plastique est un fléau. Ce plastique-là est en train de rentrer dans la chaîne alimentaire, et je vous rappelle que ce plastique-là n'est pas neutre. D'accord? On retrouve notamment des perturbateurs endocriniens bien connus, que vous connaissez dans le plastique, le bisphénol A par exemple. Puis il y en a d'autres. Tout ça va se retrouver dans l'écosystème. Quelles conséquences sur ce système de reproduction, à commencer par les planctons, phytoplanctons, qui nous donnent à respirer et qui nous donnent l'oxygène, 50% de l'oxygène qu'on a sur Terre aujourd'hui. Quelles conséquences à long terme? On ne sait pas. Et on est en train de remplir ces océans de plastique. Vous l'avez compris, c'est un fléau. Il va falloir qu'on sorte du plastique et qu'on ait un arbitrage. Plastique à usage unique, jetable, évidemment, il va falloir en sortir, notamment dans l'agroalimentaire. D'autres plastiques nous rendent des services. Pour l'électricité, par exemple, pour la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, la société se donne le droit d'arbitrer? Pas du tout. On nous dit, on va recycler tout, vous inquiétez pas, continuons comme d'habitude. Et vous allez comprendre que c'est juste une illusion. Je vais vous expliquer ça. Alors, je suis sûr que vous êtes des bons citoyens, ici, à Cerisay. Vous jetez pas vos déchets dans l'écosystème, évidemment. Vous mettez tout ça dans la poubelle. Une fois que la poubelle est pleine, alors vous avez vu, hein, la poubelle, elle est en plastique, d'accord? Le stack, il est en plastique. Le fil que vous mettez autour, il est en plastique. Et une fois que la poubelle est pleine, je vais dehors et je le mets dans la poubelle en... Ça va être chaud, hein? Il est partout. Vous allez sortir de la conférence, ça va être X-Files du plastique pour vous, hein? Il est partout. Il est partout, ce plastique. Bref, une fois que votre poubelle est pleine, vous la jetez dehors, là, un camion passe, ici, et il va où? Qu'est-ce qui se passe ici? Les élus, vous dites rien, parce que je guide. Quelle poubelle? La poubelle du tout venant, les déchets ménagers, celle qu'on va jeter, pas trier, pas recycler. En enfouissement, ici, alors on a deux solutions. En France aujourd'hui, soit on brûle en incinérateur, d'accord, 135 incinérateurs en France aujourd'hui, soit on enfouit. 250 zones d'enfouissement en France. Comment ça se passe? L'incinération, c'est juste, on fait un feu de poubelle. D'accord? On a un grand four à 1200 degrés, électrique, hein, bien sûr, nucléaire, bien sûr. On met nos poubelles dedans et on va le brûler. Dans la poubelle, on va retrouver toutes les matières du monde. On va retrouver notamment du plastique, mais on va retrouver des minerais, des métaux, des produits chimiques. Tout ça est en alliage, on a consommé, on a fabriqué, consommé ces produits. Tout ça se retrouve dans la poubelle et va être brûlé. Quand vous faites un feu de cheminée, vous mettez du bois, d'accord? Ce bois-là va produire des fumées, ok, par la cheminée, et de la cendre. C'est le même processus pour les poubelles. Vous allez avoir des fumées toxiques, puisque tous ces produits-là se retrouvent dans les fumées, donc on met un filtre. Évidemment, on ne va pas laisser tout ça passer dans l'atmosphère et nous rendre malades. On met un filtre, ok. Quand on brûle une tonne de poubelle, on a 35 kg de concentrats polluants dans le filtre. On appelle ça les réfiums. Qu'est-ce qu'on fait de ces réfiums? Une tonne, c'est rien du tout, hein. 35 kg de concentrats. Mais on ne sait pas trop quoi en faire. Là, on est en fin de vie, hein, ce truc-là. Il va falloir s'en débarrasser, donc on l'enterre. On fait un trou, comme les chats, et on recouvre. Non, mais on fait ça propre. J'espère qu'on les surveillera encore dans 3 générations. Hein. Voilà ce qui se passe. Et puis surtout, une fois qu'on a brûlé ces poubelles, on a de la cendre de poubelle, je vous ai expliqué, hein, comme le bois. Ces cendres de poubelle, on les appelle les mâches-fer. Pour une tonne de poubelle brûlée, on a 200 kg de mâches-fer, qui sont évidemment toxiques. On retrouve dedans des métaux lourds, tout ce qu'il y a de pire pour l'environnement et notre santé. Qu'est-ce qu'on fait de ces mâches-fer? On les met dans les routes, effectivement. 80% vont dans les routes, c'est-à-dire qu'on rend ces cendres toxiques-là au sol. On va pas faire un potager dans 3 générations, hein, sur cet endroit-là. Hein, d'accord? Donc on les remet dans le sol, aussi dans des fondations ou des remblais. Voilà, on essaye de s'en débarrasser comme on peut. Imaginez 200 kg pour une tonne, ce qu'on produit à l'année en France. C'est gigantesque. Hein. Ça, c'est la version incinération. Il y a l'autre version que vous avez chez vous ici, apparemment, qui est l'enfouissement. Alors, on fait un grand trou, d'accord, qu'on a collectivement attribué à la gestion de ces déchets-là. On met une membrane, évidemment, on va protéger le sol et la nappe phréatique. Et là, on va mettre toutes nos poubelles. On recouvre, d'accord. Toute la matière organique
qu'il y a dans la poubelle, c'est-à-dire vos déchets alimentaires, vos épluchures, tout le monde n'a pas un compost. Hein. J'aimerais bien, mais loin de là. Tout ça dans la poubelle va se transformer, putréfier, faire du méthane, d'accord? Ce méthane-là, il a un fort pouvoir de changement climatique, de réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le torcher, de le transformer en CO2, hein, de le brûler, d'accord? Ça, c'est la version la plus simple qu'on a aujourd'hui. Et puis surtout, cette matière organique va faire un jus de décomposition qui va se mêler avec les pluies qu'il y a sur la zone et qui vont tomber et créer ce qu'on appelle un jus qui s'appelle le lixivia, qui lui aussi, comme le reste, est toxique. Plein de métaux lourds, des cadmiums, l'horreur. Qu'est-ce qu'on fait de ces lixivia? On le pompe, hein. Qu'est-ce qu'on fait de ces jus? On met dans les barriques, on les fait vieillir et on se les goûte l'année d'après. Non, on les amène à la station d'épuration et on va, avec les niveaux de dilution, remettre ça dans la station d'épuration. Alors là, on va traiter la matière organique, hein, pipi, caca, cellulose, mais tous ces produits-là, toxiques, vont se retrouver où? Dans les boues d'épuration, dont un tiers en France vont sur les champs, donc retour au sol, et une partie va se retrouver évidemment dans le cycle de l'eau. Il n'y a pas de miracle, d'accord? Donc vous voyez que notre poubelle, en fait, que ce soit par l'air, par le sol ou par l'eau, notre poubelle, elle retourne au milieu, dans une autre forme, d'autres éléments polluants, mais elle ne disparaît pas. On n'a pas inventé la baguette magique à faire disparaître la poubelle. Qu'aurait dit Lavoisier? Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, tout ce que l'on a consommé, tout ce que l'on a mis dans nos poubelles, va retourner in fine à l'écosystème. Nous sommes tous ici des mammifères faisant partie de la chaîne alimentaire. On n'en est pas encore sorti, même si on est les super prédateurs. On a besoin de cet écosystème, quoi qu'on fasse, quoi qu'on prélève, quoi qu'on transforme, tout ça, au final, retournera à l'écosystème sous une autre forme. D'accord? Alors je ne veux pas tirer sur l'ambulance, je suis content qu'on ait des élus pour le faire, je suis content qu'on ait ces zones de traitement des déchets. Je serai encore plus content qu'on fera tous du zéro déchet, qu'on n'en aura plus besoin. Là, je reviens ici avec une bouteille de champagne, on l'éclate sur l'incinérateur. Ah non, c'est enfouissement ici. Oui, je suis content qu'on ait tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai voyagé et que j'ai vu d'autres choses dans le monde. Je vous ai mis une petite photo de Bombay, juste à gauche, en Inde. Vous voyez cette photo? Là, on est dans une rue, hein. On n'a pas de poubelle, on n'a pas un système de ramassage municipal qui est bien organisé, avec un système pour les brûler ou les enfouir. Là, on va les emmener de temps en temps collectivement, au mieux avec des camions, dans des zones périphériques de la ville, et ça sera une décharge à ciel ouvert. Des gens habitent dessus, ce qu'on appelle des glaneurs, des gens très pauvres qui vont manger sur ces déchets qui arrivent là. Voilà comment on traite dans la majeure partie du monde les déchets. Je vous ai mis une photo juste à droite d'Indonésie. Pourquoi? Parce que c'était un paradis du surf il y a 20 ans, mais un vrai paradis. Alors c'est toujours, les vagues sont toujours aussi magnifiques, mais il y a un vrai problème de gestion des déchets là-bas. Les déchets sont partout. Les déchets sont sur la plage, dans l'eau. C'est devenu un problème d'État. Mais comme dans la majeure partie des pays africains, asiatiques, certains d'Amérique du Sud aussi, les plus pauvres en tout cas, voilà où on en est de la gestion des déchets au monde. Alors évidemment, on se retrouve avec ces 200 kilos par seconde qui arrivent dans l'océan, essentiellement par les fleuves asiatiques aujourd'hui. D'accord? Donc je suis content qu'on ait nos systèmes de traitement, je vous l'ai dit. Et j'espère que ces pays-là s'en mettront, parce que on a amené dans ces pays-là notre système de consommation, hein, notre modèle économique de consommation et de production à outrance, et surtout du tout jetable, dans des pays qui ne sont pas prêts et pas adaptés. Par contre, c'est marrant, on leur ramène pas les incinérateurs. Hein. Et pourtant, ces pays-là consomment énormément, voire comme nous sommes le modèle. Hein. Pourquoi on en est arrivé là? Justement parce qu'on a ce modèle-là aujourd'hui, depuis quelques années, qui est la croissance économique, basée sur la consommation. J'aurais dû écrire la surconsommation, l'hyperconsommation. Il n'y a pas une journée où je ne vois pas un média, où j'entends pas un truc à la radio, à la télé. Il faut relancer la consommation des ménages. Hein, le pouvoir d'achat, c'est la clé. Alors je ne vais pas vous faire le débat de la croissance, je vais juste vous faire la traduction écologique de ce que signifie la croissance économique. D'accord? Pour consommer un produit, il faut d'abord de la matière première que l'on va prélever à la planète. Elle est d'une richesse absolument incroyable. Elle nous donne tout, d'une diversité aussi incroyable. Et nous, on va puiser ces ressources-là. Alors on commence à se rendre compte que pour certains, ça devient critique, qu'il va falloir faire attention. En tout cas, on y va, on prend, on transforme avec de l'énergie, essentiellement des énergies fossiles, pétrole et charbon. Je vous rappelle que quand vous achetez quelque chose made in China aujourd'hui, 60% du mix énergétique chinois, c'est le charbon. Hein. Donc notre consommation de tous les jours, à vous et à moi, c'est le charbon qui le soutient. D'accord? Et le pétrole, évidemment. On transforme ces produits avec de l'énergie et de l'eau.
tous les process industriels nécessitent de l'eau, voire beaucoup d'eau. Un t-shirt, c'est 8 mètres cubes d'eau. La grosse côte de bœuf sur le barbecue, c'est 15 mètres cubes d'eau, 1 kilo de bœuf. D'accord? Donc l'eau est partout. Et une fois qu'on a extrait, transformé, on a notre produit que l'on va pouvoir consommer et qui, en fin de vie, va devenir un déchet. On est dans un système, aujourd'hui, qui est linéaire. C'est une ligne droite. On extrait, on transforme, on consomme, on jette. On est très, 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 très loin de l'économie circulaire dont on nous rabâche les oreilles en nous disant que le recyclage sera la solution. Dans l'économie circulaire, il y a plein de choses. Il y a le réemploi, il y a la réparation, etc. Mais aujourd'hui, on n'entend que le recyclage. Le recyclage va nous permettre à tous de continuer à consommer comme on le fait aujourd'hui. Vous inquiétez pas, tous nos déchets vont devenir une ressource qu'on va réinjecter dans une boucle fermée de production, consommation. Voilà ce qu'on nous raconte en ce moment. Et puis les plastiques, bon, on en parlera dans 2040. Voilà ce qu'on nous avance. Soutenu par la croissance verte, alors déjà ces deux mots-là, moi je me demande ce qu'ils font ensemble. Comme aurait dit mon prof en littérature en première, ça s'appelle un oxymore. Croissance et verte, ça n'a rien à voir ensemble. D'accord? Et l'économie circulaire, ben, on en est très 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 loin, à commencer par le plastique, qui n'est pas recyclable à l'infini, évidemment que non, est valable pour la plupart des matières et la plupart des produits qui sont en alliage. D'accord? Quand vous avez des produits qui sont à plusieurs matières en alliage, ça va être très très compliqué de les recycler. D'abord d'avoir le process et ensuite d'avoir la filière de recyclage. Donc non, le recyclage n'est absolument pas la solution. Ce qu'il va falloir, c'est réduire à la source. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Dans tout ce que vous consommez, nous sommes donc entourés de déchets en sursis. À la maison, dans la voiture, dans le jardin, tout ce que l'on va consommer, tout ce que l'on possède, va avoir une fin de vie. Est-ce que tout ça va être recyclable? Je ne pense pas, loin de là. Et donc du coup, on produit en moyenne environ par Français chaque année 390 kilos de déchets. 390 kilos, on est stable à peu près depuis 2-3 ans à ce chiffre-là. Si j'ajoute tout ce qu'on met à la déchetterie, c'est-à-dire nos produits qu'on amène en apport volontaire, métaux, déchets verts, carton, c'est 590 kilos de déchets que l'on produit chaque année par Français. Et ça, c'est juste la plus petite partie de l'iceberg de déchets que l'on produit. C'est la partie visible. C'est celle qu'on met nous-mêmes à la poubelle. Mais la plus grande partie des déchets qu'on produit chaque année, vous et moi, on ne les voit même pas. Ils sont cachés. Ils sont dans les process de fabrication de tout ce que l'on consomme et de tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour vivre. Si je prends juste dans nos frontières, nos activités françaises, l'agriculture, l'industrie et le BTP, ce sont 14 tonnes de déchets que l'on produit chaque année par Français. 14 tonnes qui échappent complètement à notre vue, mais qui sont indispensables à notre mode de vie, plutôt privilégié, vous me l'accorderez, puisqu'on est en France. 14 tonnes. Et si j'ajoute à ça tous les produits que l'on va consommer, qui viennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement de Chine, d'Asie ou d'autres pays, j'ai pas de chiffres à vous donner, puisque ces pays-là cultivent plutôt l'opacité, notamment la Chine, sur les données. Par contre, ce que je sais, c'est que chaque année, un Européen, un Français, pour assurer ce mode de vie privilégié, a besoin de 50 tonnes de ressources extraites à la planète. 50 tonnes de ressources que l'on va transformer à grand renfort d'énergie, je vous l'ai dit principalement fossile, donc émissions de CO2, donc changement climatique. Je vous ai dit il faut de l'eau pour tous les processus industriels. Aujourd'hui, la moitié des masses d'eau sur Terre est en surexploitation. 2/3 de l'eau douce, c'est-à-dire toute cette eau qui circule dans nos rivières, nos fleuves, indispensables à la vie végétale, animale. Aujourd'hui, sans ça, on n'existerait pas. 2/3 de l'eau douce aujourd'hui est surpolluée, au-delà de sa capacité d'assimilation et de régénération. La nature le ferait très bien, notamment les arbres sont les grands dépollueurs. Encore faut-il lui laisser le temps de se régénérer. On est dans une logique d'extraction, de production qui est tellement élevée, tellement forte, qu'on dépasse la capacité de la planète à se régénérer et à se soigner toute seule. On estime, cette année, en 2020, qu'on a consommé, émis et pollué ce qu'on aurait dû faire en 1 an, en juste 7 mois. C'est-à-dire qu'au 2 août, c'est ce qu'on appelle le jour de dépassement. À partir du 2 août, aujourd'hui sur Terre, on est à crédit écologique. Il y a 20 ans, quand je faisais des exercices avec les enfants sur l'empreinte écologique, j'allais dans les écoles, je faisais calculer le WWF, a fait un calcul comme ça. On était, le jour du dépassement, c'était en octobre.
voyez qu'en 20 ans, on est passé de octobre au 2 août. Si je reviens ici dans 20 ans, on sera sans doute au mois de février ou de mars. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on arrive aux limites physiques de notre maison commune, de notre planète, aux limites physiques, que ce soit pour l'émission de CO2, pour beaucoup de ressources, d'accord, pour le cycle de l'eau, qui est indispensable, hein, d'ailleurs, à notre survie. On arrive, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à un système qui est absolument destructeur et qui ne fonctionne pas. Je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, je ne fais pas d'idéologie ce soir, je vous fais la traduction physique de notre réalité de système économique aujourd'hui. C'est pas viable. Ça marche pas. C'est pas soutenable. La planète a 7 milliards d'individus, hein, avec juste 3 milliards d'occidentaux, c'est-à-dire Amérique du Nord, Europe, qui consomment comme on consomme, on en est déjà là. Alors imaginez quand toute la planète aura sa voiture, ou ses 2 voitures, son écran plat et sa maison de 130 mètres carrés, ça va être compliqué. Hein. Et imaginez que d'ici 2050, on sera à 9 milliards, et d'ici la fin du siècle, selon les projections de l'ONU, on devrait être à 12 milliards. Imaginez bien que ce système-là n'est absolument pas viable. Il va falloir en changer. Clairement. Voilà ce que j'ai raconté pendant 20 ans, pendant tout mon parcours, hein, que je vous ai décrit aujourd'hui. Au début, j'ai pas dû être très bon. Hein. Vu là où on en est aujourd'hui, il faut que je remette en question. En tout cas, j'ai passé mon temps à raconter ça, avec beaucoup de conviction. Pas toujours écouté, mais bref, en tout cas, j'y ai cru. Ce qui m'a amené jusqu'au zéro déchet et ici aujourd'hui. Surtout, je pensais être un écolo. Je pensais être bon. Hein. Je faisais un compost, je faisais gaffe, j'achetais bio, je faisais le mieux que je pouvais. Et pourtant, j'avais toujours une poubelle chaque semaine. Je dis, hein, une poubelle chaque semaine. Moi, à l'époque, en 2014, quand on a commencé le zéro déchet, je travaillais chez Surfrider Foundation, que vous connaissez peut-être, qui ramasse les déchets à la plage. Hein, ok. Je travaillais chez eux. J'allais sur la plage avec les enfants, je leur disais, le plastique, la pomme-pote, hein, vous arrêtez, hein, oui, on arrête ce produit. Et je rentrais chez moi et je mettais du plastique dans ma poubelle. Alors je me suis dit, il y a un problème, qu'on va devenir un petit peu dingue à la maison. Du coup, on a pris cette poubelle-là, on voulait comprendre ce qu'il y avait dedans, et on l'a mis dans le jardin. Voilà ce que ça donne, notre poubelle, en 2014. Printemps 2014, là on essaye de comprendre pourquoi on se retrouve avec cette poubelle. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette poubelle? Des emballages en plastique, à usage unique, en veux-tu, en voilà, encore une fois, j'insiste. On a les emballages de Kleenex, vous savez, des mouchoirs jetables, tout est jetable, on est une société du jetable de toute façon. Mouchoirs jetables, des jeux à haute valeur éducative, hein, ça c'est du lourd là. Jetables évidemment, des emballages de beurre. Jetable, on faisait gaffe, il est bio. Hein. Là on se retrouve avec l'alliage, vous avez vu, hein, aluminium, plastique collé, ça va être compliqué à recycler ça. Hein. D'ailleurs on ne le fait pas, hein. On le brûle. Des emballages de goûter en aluminium, des emballages de médicaments, de bonbons, des pailles. Alors, les pailles, s'il n'y a pas un symbole du plastique à usage unique, c'est bien les pailles. Hein. Un tire-croc, on avait même un tire-croc dans notre poubelle. J'avais un tire-croc dans ma poubelle. Vous savez, le tire-croc, c'est pour tirer les cornichons, pour pas se mouiller les doigts. Parce qu'il y en a qui font que c'est le tire-croc. Tu sais, comme ça, tu tires et tu peux prendre les cornichons sans te mouiller les doigts. Ça, en termes de progrès de l'humanité, de besoins humains, hein. C'est vrai que si je prends la pyramide de Maslow, hein, les besoins primaires, secondaires, tertiaires, réalisation personnelle, moi le tir-croc, je le mets en haut. Quand t'as le tir-croc, t'es au top de ta vie, quoi. Moi, des fois, je fais des cauchemars. Je me réveille la nuit, je fais le tir-croc. Ma chérie, là, c'est bon, calme-toi. J'ai une fourchette. C'est bon. Je crois que j'avais plus mangé de cornichons. Bref, on était devant, 2014, on regardait nos déchets comme ça, on disait, mais comment ça se fait? Alors d'abord, on s'est battu pour savoir qui avait acheté l'emballage de goûter pourri industriel, là. Donc c'est elle, je suis sûr que c'est elle de toute façon. Elle n'est pas là, donc c'est elle. Et on s'est dit, ok, est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on peut vivre sans tout ça? Notre but, c'était de trouver des solutions. Et du coup, on s'est dit, ok, on va se lancer le challenge de voir si c'est possible. Alors à l'époque, on avait lancé un blog qui s'appelait Nos Poubelles. Marketing, ce n'est pas top. Mais on s'est lancé comme ça. Première année, on est passé d'une poubelle donc par semaine à une poubelle par mois. Là, du coup, au lieu d'avoir un gros bac de recyclables chaque semaine, on n'avait plus qu'un moyen tous les mois. C'est marrant, hein. Quand on fait le zéro déchet, qu'on arrête d'aller acheter les emballages, finalement, on a beaucoup moins à recycler. C'est peut-être ça la solution. Hein. Deuxième année, on est passé à une poubelle en 6 mois. C'est là que Martine est rentrée dans notre vie. Avec, vous voyez, ça c'est le bac du recyclable qu'on a à peu près pour 1 mois. Hein. Okay, donc il y a un peu plus de bouteilles de verre comme ça, parce que ma femme est alcoolique, donc elle les planque. Mais vraiment, il y en a un petit peu plus.
Elle n'est pas là, c'est sa fête. 3e année, on est passé à un bocal par an. C'est là que Bob est rentré dans notre vie, avec tout ce qu'on n'a pas pu éviter. Tout ce qui nous restait sur les bras, soit parce que ça s'est invité chez nous, soit parce qu'on n'a pas la solution, encore, là, collectivement, dans nos sociétés. Par exemple, je prends l'exemple des pansements, qui sont juste là. Alors maintenant, on a arrêté les pansements, hein, dès qu'ils se coupent ou quoi, on crache dessus, on frotte, et il va jouer. Hein. En fait, ça marche, c'est bon, il cicatrise tout seul dans la pampa. Les médicaments, vous savez, hein, ce plastique et cet aluminium collé, là. Vous pensez qu'on fait le recyclage de ces deux matières-là? Il y a des gens qui s'amusent à décoller l'aluminium et le plastique, et puis avec l'aluminium, on va faire des cadres de vélo, et puis avec le plastique, on va faire des barquettes pour les fraises. Pas du tout, hein. Une fois que c'est collé comme ça, c'est terminé, tout ça va être incinéré ou enfoui. Je vous dis, les limites de l'économie circulaire, en tout cas du recyclage, sont absolument gigantesques. Il nous restait les emballages de bonbons, évidemment, et puis tous ces blisters qui arrivent dans votre vie, c'est absolument incroyable. On s'est fait blisteriser. Hein. En fait, comme tout est produit loin, il va falloir les transporter, et il va falloir les emballer pour les protéger. Et tout ce que vous achetez, tout ce qui vient de loin, vous avez un film plastique autour, jusqu'au concombre. Hein. On arrive à même à emballer des pommes individuellement. Je rappelle que la peau est là pour ça quand même à la base, hein, mais on remet un blister dessus. Bref, on avait ces petites étiquettes aussi, la petite étiquette sur les fruits là. Moi je me demande à qui ça sert. Moi j'arrive même pas à lire ce qu'il y a dessus. Je comprends rien. Donc du coup, moi je donne un petit truc, attention, hein, 0 déchet, ça va aller vite. Moi je prends l'étiquette et je la mets sur la pomme des autres. Sinon c'est dans mon bocal. Ça c'est un petit truc 0 déchet rapide, mais ça marche. Donc comme ça, vous avez plus comme déchet, ça c'est bon. Qu'est-ce qui reste? Il reste, oui, les petits ronds sur les fromages. Là, dès que vous avez une AOC en France, il vous mettre un petit rond. Ça, c'est plastique et papier hein, collé. Là, ça, c'est pareil, on ne le recycle pas. Tous les petits opercules de sirop, de sauce, de tout genre. Ça, c'est pareil. Petit bout de plastique qui arrive dans votre bocal. Comment on a fait? Ça, c'est la question. Comment on a fait pour arriver à ce bocal en 3 ans? On peut dire qu'on s'y est bien mis. Hein. On était devant la poubelle, comme ça, en 2014, on regardait, bon, je l'ai dit, on s'est battu d'abord. Et puis on a pris conscience d'une chose, c'est qu'en fait, ces déchets-là, si on ne les veut pas dans notre poubelle, c'est assez simple en fait. Il ne faut pas les acheter. En fait, votre poubelle, elle commence dans le magasin. Quand vous voyez le passer dans le magasin, ne l'achetez pas, sinon, vous allez l'avoir dans votre poubelle. Puis je vous rappelle qu'au passage, vous allez le payer 3 fois, hein, ce déchet-là. Vous allez le payer dans le coût du produit, vous allez le payer dans la TVA, puisque la TVA va servir au traitement des déchets en France, et puis vous allez le payer dans la taxe des ordures ménagères à la sortie. On le paye 3 fois, et ça nous coûte assez cher, puisqu'elle nous coûte 9 milliards d'euros annuels en France de traiter nos déchets ménagers. 14 milliards avec le traitement des déchets industriels. C'est assez incroyable, ça nous coûte un bras. Et donc on se dit, on arrête de les acheter. Du coup, on s'est posé la question, quelle solution j'ai pour continuer à consommer ce qu'on avait besoin de consommer, en tout cas, notamment l'alimentation. Je prends l'exemple du beurre tout à l'heure, on dit le beurre, comment faire pour continuer à avoir du beurre et à consommer. Du coup, on allait voir notre fromagère, on allait sur le marché. Bonjour, est-ce qu'on peut avoir du beurre sans emballage? Ben oui, bien sûr, elle nous a sorti la mode de beurre. Incroyable, le fil, elle y est allée, elle nous fait le petit morceau, elle nous le met dans le tupperware qu'elle a mis juste avant sur la balance, elle a fait la tare, et hop, on a trouvé une solution pour le beurre. Et vous allez voir que les solutions, il y en a beaucoup, en tout cas, on en a trouvé beaucoup, ce qui nous a permis d'avoir juste un bocal. On a de la chance en France hein, d'avoir encore un terroir, en tout cas pour l'alimentation, et qui nous donne beaucoup de solutions. Donc du coup, on a cherché des solutions, et puis surtout, on a pris conscience de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est entouré de déchets en sursis. Tout va devenir un déchet. Cette zapette va être un déchet, ce micro va être un déchet, cette table va être un déchet, les sièges sur lesquels vous êtes assis vont devenir des déchets. Est-ce que tout ça va être recyclé? Je pense, la zapette, ça m'étonnerait. Hein. Le micro aussi, vos sièges, peut-être, et c'est pas sûr. Bref, on a vu notre maison, on s'est dit, ok, tout ça va finir à la poubelle. On n'y arrivera jamais notre défi de ne pas avoir de poubelle. Du coup, on a trié, et tout ce dont on n'avait plus besoin, on l'a vendu. On l'a mis en vide-grenier. On en a plein les armoires. On en a plein les étagères. Le garage des Français. Des fois, je suis invité dans une maison, ils me font passer par le garage, je sais pas, la porte d'entrée marche pas ou quoi. Tu passes par le garage, c'était comme ça. Il n'y a pas de voiture, hein. T'as juste des cartons de fringues, t'as des jeux, t'as des vieux aspirateurs. Dis, on va faire quelque chose. Oui, on y pense. On va faire un vide-grenier. Oui, mais là, faites un vide-maison pour vous tout seul, hein. Incroyable, le garage des Français. Et on stocke. Plus on achète, on est dans la surconsommation. Hein. Plus on achète, plus on va en avoir, plus on va stocker.
en avoir plein à la maison. Du coup, on s'est mis à faire des vides-greniers et on a tout liquidé. En 2 ans, on a vendu quasiment les 3/4 de ce que l'on possédait et on s'est rendu compte qu'en fait, la plupart des choses qu'on a à la maison, on les utilise pas. Elles sont là, elles sont stockées, on les voit, pour certains même, on les regarde même plus. Et donc du coup, on s'est mis à être minimaliste juste pour éviter le déchet, sans même le savoir. Ça fait un bien fou de se libérer de ce superflu-là, vraiment. Et puis surtout, on ne voulait pas re-remplir notre maison derrière, donc on s'est posé la question des besoins. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? La plupart du temps, quand on va acheter quelque chose, posez-vous la question, vous allez voir. On achète des choses qu'on a déjà, dont on n'a pas forcément besoin, notamment tous ces objets de consommation, les vêtements. Souvent, très souvent, on s'achète un vêtement pour d'autres raisons que le vrai besoin. Bref, on s'est dit, ok, on va réduire notre consommation pour éviter de racheter des choses neuves que l'on va mettre à la maison. Du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on fait des économies. Et on arrête de sortir l'argent de son compte, ça on en reparlera. Et puis surtout, on s'est mis à acheter d'occasion. Au début, ce qu'on voulait surtout, c'était éviter l'emballage. Le plastique, toutes ces ferrailles qui vont avec, etc. On s'est mis à acheter d'occasion et puis on s'est rendu compte qu'en fait, acheter d'occasion, c'était une vraie solution écologique. Pourquoi? Parce que quand j'achète d'occasion, j'achète un produit qui existe déjà. D'accord? Donc je donne une seconde vie, j'allonge sa durée de vie. Quand on prend une ACV de produit, c'est-à-dire une analyse de cycle de vie d'un produit, de la conception jusqu'au recyclage ou en tout cas à son incinération, on se rend compte que la clé, c'est la durée de vie. Si votre objet dure 20 ans, ben vous l'aurez amorti de manière écologique. Vous n'aurez pas besoin de le renouveler tous les ans ou tous les 2 ans. D'accord? Donc la durée de vie, c'est la clé. En achetant d'occasion, ben vous allongez la durée de vie de quelque chose qui est déjà là. Donc, vous évitez d'acheter quelque chose de neuf qui va nécessiter de la matière, de l'énergie, de l'eau. Rappelez-vous la petite équation. D'accord? Donc tout ce que vous avez chez vous qui ne sert pas, remettez-le dans un cycle d'occasion. Vous allez faire de l'écologie, vraiment. Et puis des heureux au passage. Et puis surtout, quand on a dû acheter neuf, il a fallu qu'on consomme autrement. On s'est dit, ok, premier critère, il faut que ce soit durable. On n'achète plus les trucs qui sont jetables, qui sont de mauvaise qualité, puisque inévitablement, ça va se retrouver dans la poubelle. Et puis surtout, quelque chose qui soit réparable, pour le faire durer encore plus longtemps. Quelque chose qui soit labellisé, pour réduire l'impact à la conception du produit. Et puis, quelque chose qui soit recyclable en fin de vie, quelque chose qui soit vertueux sur la matière. En tout cas, je vous présente un de ces objets, j'en ai amené un, c'est ma gourde. Celle-là, elle est durable, elle est labellisée, je peux la réparer. Et en fin de vie, l'inox, c'est un des rares alliages qui est recyclable 100% à l'infini. Ça, c'est un vrai objet écologique. Imaginez le nombre de bouteilles en plastique que j'ai pu économiser avec cette gourde. Assez incroyable, je l'ai remplie 3 fois aujourd'hui. En gros, vous avez compris de manière empirique et sans vraiment se concerter au départ, on a mis en place les 4 R dans notre vie. 1, de réduire. Et ça, c'est la première des solutions. Il va falloir qu'on réduise notre consommation. D'accord? Ensuite, de réparer, de réemployer. Et en dernier, de recycler. D'accord? Aujourd'hui, on nous dit, avec la croissance verte et l'économie circulaire, le recyclage, c'est la solution. On met le premier R comme le recyclage. Vous voyez que c'est plutôt le dernier et qu'il va falloir d'abord trouver d'autres solutions. Et si à la fin, il nous reste des objets et qu'on doit récupérer cette matière, soyons intelligents pour le faire. En tout cas, le recyclage ne sera pas la solution à nos problèmes aujourd'hui. Mais ça, c'est notre question. Comment on a fait pour l'alimentation? Alors, votre poubelle, elle est composée de 3 tiers. Le premier tiers, c'est la matière organique. D'accord? Donc, faites un compost, vous avez déjà éliminé votre premier tiers de poubelle. Deuxième tiers, c'est tout ce qui est emballage agroalimentaire. Et le troisième tiers, c'est tout ce qui est objet de consommation courante, c'est-à-dire le stylo, le jouet des enfants, une chaussure, tout ce que vous allez mettre dans votre poubelle et qui va faire ce troisième tiers. Vous voyez que 2 tiers sont concernés par l'alimentation, en fait. Premier tiers, compost. Et le deuxième tiers, c'est tous ces emballages plastique, aluminium, tous ces emballages de l'agroalimentaire. Et là, la seule solution, c'est de sortir de la grande distribution, de sortir des supermarchés pour aller vers des circuits courts. Il n'y a pas d'autre solution si vous voulez éliminer ces deuxième tiers de la poubelle. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. On ne va plus du tout en supermarché. Et je peux vous dire que notre portefeuille, notre santé et la planète nous disent merci, clairement. On a un petit kit de course qui est composé d'un caddie. Vous savez, j'ai le caddie comme ma grand-mère. Enfin, ma grand-mère avait les 3 roues, elle était maline. Moi, j'ai qu'une roue. Et on a un panier qui va avec dedans les sacs à vrac en tissu, ok, les bocaux, et puis quelques tubes en verre, suivant ce qu'on va acheter sur le marché. Là, on va au marché et on va voir notre primeur pour acheter les fruits et les légumes.
Là, pour à peu près 40 € pour la semaine, je prends mes fruits et légumes, je les mets dans mon caddie, ok. Après, un petit peu plus loin, je vais voir ma fromagère. Là, on arrive, j'adore ma fromagère, elle est trop sympa. Et là, on lui donne les bocaux. Donc là, elle prend le bocal, elle prend le petit tube pour le fromage. Donc elle met au petit chèvre, etc. Elle fait la tare sur sa balance, c'est assez simple. Ensuite, elle va mettre le beurre, donc 300-400 grammes pour chaque semaine. Et puis on lui donne un petit bocal, un petit parfait comme ça pour mettre la crème fraîche. Elle a une crème fraîche dans un seau qui est absolument incroyable. Vous connaissez ça ici. Et elle prend comme ça la louche et elle nous le met dans le bocal, touc, sur la balance. Et là, pour à peu près, allez, on va dire 30 €, j'ai à peu près mes produits laitiers pour la semaine, pour 4. Ensuite, je vais voir juste en face, il y a notre bouchère. Elles sont deux, elles sont juste géniales. Et là, on va prendre. Alors, on est flexitarien, il faut un mot pour tout. On n'est pas végétarien, mais on n'en mange pas tous les jours. On doit peut-être manger de la viande, aller 2-3 fois par semaine. Et essentiellement, du poulet qui a couru dans une ferme qui est pas loin. On prend de la terrine, on prend des petites saucisses. Tout ça est fait localement par des artisans. On est sur des circuits courts. Là-dessus, et sur de l'extensif, ok. On n'est pas sur de l'intensif en grande surface. Et ça fait la différence au niveau de la viande, clairement. Donc là, pour à peu près 30 €, pareil, même système, on vient avec notre petit tube, elle nous met ça dedans, et pour 30 €, on a nos produits carnés pour la semaine. Voilà. Et puis surtout, au fond du marché, il y a la vrac mobile. C'est notre magasin de vrac. Alors vous avez sans doute des magasins de vrac ici, peut-être pas sur le marché, en tout cas nous, il est dessus. Et là, avec mes sacs en tissu, je vais prendre tout ce qui est épicerie. Donc je vais prendre ma farine, mes amandes, mes pâtes, mon sucre, etc. Tout ce qu'il me faut pour cuisiner au niveau des produits secs. Voilà. Pour à peu près 80 € tous les 15 jours, on va dire allez 40-50 € la semaine, j'ai toute mon épicerie pour pouvoir cuisiner et manger. Vous voyez qu'à peu près pour, allez, on va dire entre 120 et 140 €, j'arrive à manger le plus bio, le plus local, le plus saison possible, parce que les trois en même temps, c'est juste impossible aujourd'hui encore en France, c'est assez impressionnant. Et puis surtout, donc le plus bio local saison et surtout zéro déchet pour à peu près 120-140 €. Les gens qui vous disent ça coûte très très cher, non, ça coûte moins cher, vous voyez, puisque le caddie moyen en grande surface selon l'Observatoire de la qualité de la vie des Français, c'est 145 € aujourd'hui. Sachant qu'une grande partie va passer à la poubelle. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on consomme en grande surface, sur l'équivalent d'un an, c'est l'équivalent, d'un mois qui passe à la poubelle en gaspillage. Parce que les dates de péremption, parce qu'on en a acheté trop, parce qu'il y avait une promotion, etc. Là, quand on fait du zéro déchet, on ne gaspille rien. Et donc, on ne perd pas d'argent. Voilà ce que ça donne en image. On a les fruits et légumes juste en bas, le beurre, vous voyez, dont je vous parlais, le petit fromage des Pyrénées, la crème fraîche dans son bocal, et puis chez nous, on n'a plus que des bocaux avec, vous voyez, l'épicerie, les haricots, la farine, etc. Ça fait une belle cuisine, c'est plutôt beau. Et il n'y a plus de plastique, il n'y a plus d'emballage, et on arrive à manger des produits qui, au passage, sont beaucoup plus sains pour votre santé. Première chose, vous avez vu, ne coûtent pas si cher, protègent l'environnement à la production, et protègent l'environnement notamment parce qu'ils ne produisent pas de déchets. Alors quand on voit ça, il y a deux choses quand même à savoir. Il faut que je vous le dise, il faut que je sois honnête. Totalement avec vous. La première chose, il y a un petit cap psychologique à passer. Un petit cap. Vous n'avez plus de stock chez vous. Vous êtes en flux tendu. C'est-à-dire que là, on fait les courses à la semaine. D'accord? Et ça, le français, il n'aime pas trop. Le français, il aime bien avoir des réserves. C'est comme les hamsters. Ils les mettent là. Eux, ils les mettent dans les placards. Des fois, je fais chez les gens, je regarde les placards. J'ouvre, mais là, il y a de la farine, des pâtes et des soupes pour 3 mois. Il y a un siège qui se prépare, il y a une guerre, je suis pas au courant. Des fois, il y a même une buanderie à côté. Il dit, ah, j'ai une buanderie. Ah bon, t'as une buanderie? Et là, tu rentres, et t'as les étagères, mais c'est super U à ciel ouvert. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as 10 boîtes de thon à la catalane? On sait jamais. Si j'ai un creux sur le thon, je l'ai. Incroyable. Là, quand vous faites du zéro déchet, il n'y a plus du tout de stock. D'accord? On est à la semaine. Donc nous, le vendredi soir, parce qu'on fait le marché le samedi matin, le vendredi soir, c'est inquiétant quand on ouvre le frigo. On va au marché, on va au resto. Ouais, on va au resto, c'est bon. Donc le resto, nous, c'est vendredi soir. Et la deuxième chose, vous avez vu que tous ces produits étaient bruts. Donc il faut cuisiner. Et là, on n'est pas tous égaux. Évidemment.
On n'est pas tous égaux, puis on n'a pas tous le temps. Je comprends hein, les gens qui ont une société, qui font 12 heures par jour, 80 heures par semaine et qui rentrent le soir à 9 heures, ils n'ont pas envie d'éplucher la carotte. Je peux comprendre qu'ils n'aient pas le temps. Après, majeure partie des gens ont le temps de prendre une demi-heure le soir pour faire la popote. C'est à peu près une demi-heure, hein. Le temps d'éplucher pour faire la soupe, aller des fois 3/4 d'heure selon le menu, des fois 1/4 d'heure. En tout cas, on va dire qu'en moyenne, c'est 30 minutes. Moi, ce que j'ai envie d'attirer, plutôt l'attention, c'est sur la qualité de ce temps. D'abord, la qualité de ce temps dans la cuisine. C'est agréable d'être dans la cuisine. Et puis moi, je trouve que ça fait partie de la culture française. Dans la cuisine, il se passe plein de choses. Moi, ça me rappelle quand j'étais petit, mes grands-parents étaient paysans dans le Lot. Et souvent, je me retrouvais dans la cuisine avec ma grand-mère et puis mes tantes, les sœurs, tout ça. On écossait les haricots, je sais pas où étaient les mecs, hein, mais bon, en tout cas, il n'y avait que les femmes. Et on écossait les trucs. Et moi, j'avais tous les dossiers familiaux. Je savais tout. J'avais toujours un petit câlin, un truc à manger. Pour moi, la cuisine, c'est un endroit où il fait chaud. Et il y a de l'amour, vraiment. Et c'est pareil chez nous. C'est-à-dire que quand on fait la cuisine, il y a toujours un petit verre de vin, un peu de musique. Je dis, on est alcoolique un peu, mais comme tous les Français, de toute façon, on va pas se mentir. Un peu de musique. Et puis là, souvent, il y a les dossiers qui sortent. Papa, il faut que je te dise un truc. Oui, fais gaffe, j'ai le couteau, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, on se dit des choses. Et puis surtout, moi, je transmets à mes enfants l'art de cuisiner. Et c'est important, savoir cuisiner, pour être autonome. Donc voilà. Et puis surtout, le gain que ça va nous apporter, on mange mieux, on est en meilleure santé, on dépense moins, etc. Donc cette demi-heure quotidienne, des fois un peu moins, des fois on cuisine plus le week-end pour en avoir de près dans la semaine. En tout cas, cette demi-heure, moi, je trouve qu'elle vaut le coup et que c'est un temps qu'il faut qu'on prenne. Voilà. Et puis dans cette cuisine, il y a un autre placard dont je vous ai pas parlé, c'est le placard d'entretien. Vous l'avez chez vous, hein, pour le visualiser. Et là, on se retrouve avec tous ces cheap sheets, ces flacons. Il y a un truc pour tout, hein, pour toute surface, etc. On se retrouve avec 10, 15, 20 flacons. Ça va vite, très vite. C'est un business. Hein. Il y en a plein les rayons en supermarché. Et on se retrouve avec tout ça chez nous. Quand on a vu ça, nous, la première fois, on s'est dit, OK, on ne veut plus ces déchets-là. On ne veut plus ces emballages dans notre poubelle. Donc, du coup, on s'est mis à fabriquer. En 2014, il n'y avait pas de magasin de vrac. On n'avait pas de solution. D'accord? Donc du coup, il a fallu qu'on fabrique. Donc on a cherché, on a tout essayé. On a fait un bicarbonate vinaigre. Vous avez fait ça déjà? C'est ce qu'on utilise pour faire un volcan en SVT pour les enfants. Voilà. Nous, on l'a fait dans la machine à laver. Voilà. Donc là, c'est soirée mousse. Et donc tu prends là un pelle et puis t'es copes. Donc ça, on l'a fait, ça c'est bon. On a un petit peu tout essayé. Bref, je vous donne la conclusion de nos recherches au bout d'un an. On peut se passer de 100% des produits chimiques, ménagers, industriels qu'on vous vend. 100%. Avec du savon noir liquide ou du savon en vrac, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude et des huiles essentielles. Juste avec ça, je peux vous assurer que votre maison, elle est propre. Entièrement propre. Vous n'avez pas de soucis d'hygiène. Avec percarbonate, acide citrique et soude en cristaux, vous allez pouvoir réaliser les recettes dont vous avez besoin pour faire la lessive, les pastilles de la vaisselle, etc. Alors, j'insiste sur un truc. Nous, quand on a fait ça en 2014, on n'avait pas de solution. Hein. Je vous dis, il y avait le premier magasin de vrac qui s'ouvrait, qui était la Recharge à Bordeaux à l'époque, et des by day qui démarraient. Mais il n'y avait pas de solution. Donc, il a fallu qu'on fabrique. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. Il y a plein de magasins de vrac qui vous proposent tout ça, soit à la pompe, soit vos pastilles, la vaisselle en vrac, etc., la lessive en vrac. Donc, on peut ne pas fabriquer. C'est pas parce qu'on fait du zéro déchet qu'on est obligé de tout fabriquer soi-même. En tout cas, nous, on est passé par là. Et ça fonctionne. Et comme d'habitude avec le zéro déchet, vous l'avez remarqué, la première chose, c'est que vous allez faire des économies. Hein. Tout ça, ça vous coûte rien. Le vinaigre blanc, ça va vous coûter 80 centimes le litre. Et là, vous en avez pour un moment, hein, avant de passer un litre de vinaigre. Hein. Donc, vous allez faire des économies. 2, vous allez protéger votre santé. Vous savez, sur les produits ménagers qu'on achète, des fois, il y a des triangles orange, là, un peu bizarres, là, vous savez. Il y en a, c'est une croix. C'est-à-dire, moi, quand je vois une croix, c'est que j'y vais pas, hein, perso. Hein. Là, on te le vend. Des fois, il y a une tête de mort. Là, ça commence à se gâter, hein. C'est pas le top la tête de mort. Et puis des fois, il y a un petit poisson qui fait dodo comme ça. En fait, il fait pas dodo, il est pas super en forme, vu ce qu'on vient de balancer dans la rivière, juste, hein. On te prévient, on te le dit. Puis je vous rappelle que tout ce que vous mettez dans les toilettes ou le lavabo, c'est comme la poubelle, hein. Tout ça va retourner à l'écosystème. Il n'y a pas de miracle. On fait ce qu'on peut, d'accord, pour gérer collectivement nos effluents. Mais quand vous mettez tous ces produits dans les toilettes, vous tirez la chasse d'eau, tout ça va à la station d'épuration. Là, on va traiter la matière organique, j'insiste, avec des bactéries qui vont grignoter tout ça. Mais tous nos produits chimiques vont se retrouver dans l'eau. Tout ce qui est volatile va s'évaporer, etc., javel. Mais le reste,
Les produits chimiques vont aller dans les boues d'épuration qu'on va retrouver, soit à l'incinération, soit sur les champs. Et puis une partie va retourner dans le cycle de l'eau directement. D'accord? On est connecté au milieu, on est connecté au cycle de l'eau via nos évacuations. C'est pas magique, on contrôle pas tout, surtout quand il pleut beaucoup. Ça devient compliqué. Hein. Donc, avec le zéro déchet, avec ces produits-là, vous protégez non seulement votre santé, mais en plus l'environnement. Vous faites des économies, et puis vous n'avez toujours pas de poubelle. Vous voyez, c'est assez simple, et c'est plutôt vertueux. Voilà ce que ça donne en image. On se retrouve donc avec tous les produits qu'on achète en vrac, le savon en vrac, les éponges végétales que l'on peut composter, la brosse avec une tête interchangeable. Pourquoi à chaque fois jeter le manche? On a juste la petite tête interchangeable qu'on va pouvoir soit composter, soit mettre au recyclage du bois. Et puis je vous donne ma petite recette fétiche. C'est le petit pchit que vous avez à gauche. Alors celui-là, on peut le re-remplir. Hein. Vous avez vu les pchits qu'on vous vend dans le commerce? On peut même pas les re-remplir. Ça s'appelle l'obsolescence du pchit. C'est là, on est obligé de le jeter, de racheter le même. Il fonctionnait, hein? On le rachète. Voilà, ça s'appelle le plastique jetable, encore une fois. Celui-là, on peut le re-remplir, on met du vinaigre, de l'eau, des huiles essentielles. Et avec ce pchit-là, vous pouvez tout faire. Toutes les surfaces de la maison, le lavabo, la cuisine, la salle de bain, la chambre, les portes, les miroirs, les vitres. C'est volatile le vinaigre, ça marche hyper bien pour tout ce qui est en verre. Bref, c'est l'arme absolue qui, encore une fois, vous coûte rien et pas toxique et protège votre santé. Voilà, la salle de bain. Ça, ce sont les déchets qu'un Français produit annuellement dans sa salle de bain. En tout cas, quand il consomme en grande surface. Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, des flacons de gel douche, des flacons de shampoing, des flacons, des tubes de crème, des tubes de dentifrice, des brosses à dents en plastique, évidemment, des serviettes hygiéniques de madame. Alors là, on est en moyenne, c'est à peu près 300, 320, je crois, annuel. Ça dépend des flux. Voilà, des fois c'est 200, d'autres c'est 100, c'est la moyenne, 320 par française en France. Avec les tampons applicateurs, les applicateurs de tampons, pardon, en plastique, évidemment. Si vous m'avez bien suivi, on les retrouve où, d'ailleurs, ces applicateurs de tampons? Avec tout ce que je vous ai expliqué sur l'écosystème depuis tout à l'heure, le cycle de l'eau. Dans l'océan et sur la plage. Du coup, on s'en sert avec mon fils. Quand on fait un château et qu'on en a à proximité, c'est pratique, on peut faire des tourelles sur le château, comme ça. Des fois, quand il y a que les deux parties comme celui-là, ça peut faire des petits canons aussi. On amène des Playmobil, on les chauffe, ça. Les cotons-tiges, c'est cool parce qu'on peut faire les ponts-levis, les palissades, tout ça. Les cotons-tiges, pour ça, c'est bien. Et puis là, maintenant, on a les masques jetables. Alors, on fait des hamacs pour que le roi puisse se reposer. On fait des tentes berbères. Non, c'est pas mal, hein, c'est sympa. Merci de les jeter. Vous plaisantez, mais ça, c'est le lac de Segor, hein, où j'habite, qui est un lac marin qui se remplit donc 2 fois et se vide 2 fois à la journée avec les marées toutes les 6 heures. Le lac marin est à peu près à 1 km au fil de l'eau, hein, si on prend de la sortie du port et du canal. L'ensemble des plages du lac sont remplies de plastique. Hein. Et on retrouve tous ces micro-plastiques, tous ces petits plastiques fragmentés. C'est une catastrophe. L'ensemble du cycle de l'eau en France est atteint par la pollution plastique, hein, clairement. Et ce lac, évidemment, n'échappe pas au problème. Ça, c'est ce qui nous reste une fois qu'on fait du zéro déchet dans la salle de bain. Il nous reste quoi? Des brosses à dents en bois, que l'on peut composter ou mettre au recyclage du bois. Peut-être que ça deviendra un meuble, pourquoi pas. Un petit flacon d'huile essentielle, de temps en temps on arrive au bout, c'est du verre. Alors j'aimerais bien le remplir, mais pour l'instant on le met au recyclage. Et puis surtout, il nous reste un élément plastique dans la salle de bain, c'est la cup de madame. Qui n'est pas un déchet, hein, puisqu'elle est encore en action, ça se voit pas, parce qu'elle est propre sur la photo, mais... Est-ce qu'on peut parler des règles ici, ce soir? Oui? Oui, les filles, ouais! C'est maintenant! Parce que c'est un peu tabou en France, quand même, hein. Vous avez vu dans la pub, elles sont de quelle couleur, les règles? Bleu. C'est les règles de la Schtroumpfette, alors. Ok. Non, c'est tabou, faut pas trop en parler. Ça concerne quand même la moitié de l'humanité, sachant que l'autre moitié est quand même super concernée aussi. Une fois par mois, et puis il serait peut-être pas sur Terre s'il n'y avait pas eu ça, donc, mais en gros tout le monde est concerné, mais on n'en parle pas. Bon, bref, moi je vais en parler, d'accord? On va parler des règles et de la cup. Ça, c'est l'arme absolue écologique, hein. D'accord? D'abord, comme toujours dans le zéro déchet, vous allez faire les économies. Celle-là, elle a coûté 15 € il y a 8 ans.
Imaginez les économies, les filles, que vous allez pouvoir faire et vous allez pouvoir déplacer ce budget vers les mojitos à l'apéro. Pensez-y, si ça peut vous motiver. Deuxième chose, cette cup-là, c'est du silicone chirurgical, elle n'est pas toxique. Je vous rappelle que les tampons et les serviettes que l'on met, qui sont en cellulose, qui ont poussé avec des intrants chimiques, qu'on a blanchi avec du chlore, on a mis des produits chimiques absorbants dedans, tout ça se retrouve dans les muqueuses les plus sensibles, les plus intimes. Tout ça est toxique, d'accord? C'est comme les couches pour les enfants. Il y a une très bonne étude sur Que Choisir. Vous connaissez Que Choisir? Je vous invite à aller la voir. Vous verrez que tout ça est toxique. Au moins avec la cup, vous éliminez ça de votre corps et vous protégez votre santé. Vous protégez évidemment l'environnement au final, comme d'habitude. Et puis ça va changer votre vie. Ça va changer. Moi, ma femme, elle me dit, c'est génial, c'est pratique. Hop, je la vide, je la remets, poc, sans les mains. Oh, sans les mains, ouais, enfin, façon de parler. Elle me dit même, je l'oublie. Moi, j'essaye de me projeter, je dis, ok, vu où elle est, je suis pas sûr que je l'oublierai. J'espère que tu m'oublies pas quand c'est moi qui est là. Bon. Peut-être que tu avais beaucoup de réunions ce jour-là, que tu es super occupé, ok, donc tu l'oublies, donc ça va, c'est super bien, c'est vraiment efficace. Et puis, les gars, ça va changer votre vie. Attention les gars, il va se passer un truc, le premier coup, tu sais pas. Premier coup, tu arrives dans la cuisine, il est 20h, tu as la dalle, et là, il y a une casserole. Toi, comme d'hab, tu veux savoir ce que tu manges ce soir. Tu t'approches, tu dis non, un ravioli chinois pour 4, ça va être chaud, chouchou, non? C'est la cup de madame. Tu le sais pas la première fois. En fait, elle a bouillir pendant quelques minutes pour tuer les bactéries et être utilisée. Deuxième mois arrive, la casserole est là. Maintenant, tu sais. Et chaque mois, tu sais, quand la casserole arrive, que ce soir-là, s'il y a un apéro, un match, un poker, une partie de fléchettes, tu y vas. De toute façon, c'est mort. Traîne pas trop. Ça s'appelle la communication non verbale dans le couple zéro déchet. Je vous ai dit que ça allait changer votre vie. Clairement, ça change la vie. Voilà ce que ça donne en image quand on fait du zéro déchet. Qu'est-ce qui nous reste? Donc, je vous ai dit, la cup avec les serviettes hygiéniques évidemment lavables, avec les épaisseurs selon les flux, avec les formes selon les fesses. Celles-là, en plus, elles sont fabriquées en France par une boîte qui s'appelle... j'adorerais bosser chez elles. Moi, quand je vois leur nom, ça me fait rêver. Ça s'appelle Dans ma culotte. T'imagines, si tu bosses chez eux, t'as la carte Dans ma culotte, toi t'es à l'apéro avec tes potes, concours de cartes, tu sais. Toi tu bosses chez qui? Turbo Mecha. Ah ouais, putain. Et moi je suis Dans ma culotte, waouh. Je peux bosser avec toi? Ça fait super envie. En tout cas, elle bosse très bien. Et puis surtout, on a toutes nos brosses, donc les brosses à dents, brosses à cheveux, brosses à ongles en bois, évidemment, pour avoir une fin de vie qui puisse être vertueuse, vous l'avez compris. Le savon, shampoing aussi, sont solides et donc en vrac. Nos mouchoirs sont en tissu. On est sorti du mouchoir jetable en papier. Moi, j'ai été élevé au mouchoir en tissu, j'en suis pas mort. Et je pense pour plein de gens dans la salle, c'est aussi le cas. Alors souvent, quand je dis ça, les gens me font « Ah !» Oui, il y a 2 secondes, c'était dans ton nez, donc... La ramène pas trop. Et puis, on n'est pas obligé d'attendre une semaine pour le changer. C'est comme quand t'es petit. Moi, quand j'étais petit, j'avais les mouchoirs en tissu, et quand j'étais malade, je le mettais sous le coussin du lit, comme ça. Puis au bout de 3-4 jours, c'était... Je vais me moucher là. Là, maintenant, on est grand, on est adulte, on peut l'utiliser qu'une fois, si on veut. On se mouche et on le jette pas, on le met à laver et on va le réutiliser. Le deuxième R, le réemploi. Ça, c'est un R qui est clé dans nos sociétés futures. Il va falloir qu'on réemploie les choses. En tout cas, on a ces mouchoirs-là, ça marche très bien. Ils ont 10 ans et on les réutilise tout le temps, on les lave. Et ça fonctionne. Voilà. Et puis c'est pareil pour les lingettes démaquillantes pour les femmes. Vous vous rendez compte quand même qu'on produit du coton à grand renfort d'engrais, d'intrants chimiques, dans des zones où on ferait mieux de laisser ça à une surface agricole puisque les gens ont des problèmes à se nourrir. Je pense à l'Inde, au Bangladesh, un grand producteur de coton, qu'on va blanchir, transformer, transporter 15 000 km, etc. pour arriver chez nous. Et nous, on les utilise juste une fois. Ce coton-là est jetable. C'est un non-sens écologique, économique et social. Et je trouve que c'est symbolique de notre société, avec juste des lingettes démaquillantes lavables qu'on va pouvoir réutiliser pendant des années et des années. Encore une fois, vous avez une solution qui est facile et vous allez faire des économies, la santé, l'environnement. Vous voyez que c'est assez simple.
Ah, et je vous donne le dentifrice. Parce que le dentifrice, quand même, nous, on a toujours eu ce tube en plastique, vous aussi, hein, avec les 3 couleurs qui sortent, tu sais pas comment ça se fait. Et là, on a vu ça, on s'est dit, oula, celui-là, ça va être dur à éliminer. Alors, on a tout essayé, le dentifrice, tout. On a essayé à l'eau. Parce qu'un jour, on avait croisé un amiche, avec un pull qui pique et les cheveux comme ça, et il nous a dit, oui, mais de toute façon, le lavage des dents, c'est d'abord un lavage mécanique, il faut enlever les trucs, t'as pas besoin de produits, à l'eau, c'est bon. Ok, donc on s'y est mis à l'eau. Je te jure qu'au bout d'une semaine, tu cries pour avoir de la menthe. Pour avoir un truc frais, tu n'en peux plus être à la flotte. Après, on a essayé au savon. Tu frottes sur le savon. Ça s'appelle la punition en fait. Je vous déconseille vivement d'utiliser le savon. Et puis finalement, on a utilisé plein de recettes. Je vous donne celle qui marche pour nous aujourd'hui. On met une cuillère de bicarbonate, 3 cuillères d'argile blanche. Voilà, un quart, 3 quarts, quelques gouttes d'huile essentielle, eucalyptus, menthe, citron, selon les goûts de la famille. Et là, vous avez votre petit dentifrice, 0 déchet, bon pour la santé, bon pour l'environnement et qui vous coûte rien. C'est 50 centimes par mois, hein, maximum. Et c'est même les enfants qui le font à la maison. Et ça marche très bien. Vous voyez, les solutions, on en a, hein, on en trouve. Hein, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Et les enfants, on en parlait justement. Et les enfants, quand on a vu leur chambre, on a fait « Ouh là là !» Je pense que beaucoup de parents dans la salle voient leur chambre, la chambre des enfants, et se disent « Ouh là là !» Effectivement. Il y a des fois, il y a des chambres, on peut même pas marcher dedans. Hein. C'est juste pour aller jusqu'à la fenêtre, pour fermer les volets, c'est la misère. Nous, quand on a vu la chambre des enfants, on s'est dit « Ok, là, il y a un souci, il va falloir qu'on trie. » Comme le reste de la maison, on a trié pour essayer d'éliminer un maximum de déchets qui allaient arriver dans notre poubelle. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant ça que 80% des trucs qu'avaient les enfants dans leur chambre, ils s'en servaient pas en fait. Ils s'en servent pas, ils stockent. Comme les hamsters. Donc ils en mettent plein les armoires, dessous le lit, dans les placards. Nous, on a fait le tri et on s'est rendu compte que les 3 quarts, effectivement, on allait les vendre. On les a vendus en vide-grenier. C'est eux qui ont tenu leur stand. Ils étaient contents. Ils jouaient à la marchande. Là, ils ont rentré un peu d'argent. Ils se sont dit, ouais, tiens, si on allait acheter un truc. Donc là, il faut les rattraper. Sinon, ils vont racheter et re-remplir la chambre. En tout cas, on a vendu les 3 quarts de ce qu'ils avaient et on a gardé l'essentiel. Vraiment ce qu'ils utilisaient. Ce dont ils avaient besoin. Puis les bons souvenirs aussi, évidemment. Mais on a gardé... En plastique, on a gardé les Playmo et les Lego, puisque là, ils ont une durée de vie, mais c'est 30, 40, 50 ans. Nous, on a filé nos Playmo et nos Lego à nos enfants, donc l'amortissement écologique, il est fait. Et puis, c'est des jeux qui ont une autre valeur éducative. C'est là, on va apprendre à construire, l'imagination, il se passe plein de choses avec ces jeux-là. Donc là, on les a gardés. On a gardé les caplas en bois, parce que ça, c'est pareil, ils jouent beaucoup avec, des puzzles, les livres essentiels pour bien grandir, pour devenir intelligent, en tout cas réfléchir. Donc les livres, on les a gardés. Et puis surtout, on a viré tous ces jeux en plastique qui servent à rien et qui remplissent les chambres des enfants, comme le petit poney que vous avez là. Vous savez, c'est ces jeux-là, qui vont remplir des bacs entiers. Hein. On a des bacs, alors on les met sur les roulettes hein, pour les déplacer, avec le top du top du jouet en plastique comme ça. Hein. C'est le McDo, le jouet McDo, là, vous savez, celui-là là. Hein, on l'a acheté avec le Happy Meal truc, et puis au bout de 2 minutes, il joue même plus avec, et tout ça finit dans le petit bac avec tous les jouets en plastique qu'on cumule. Ça, on a dit, ok, on n'en veut plus, et surtout, on a arrêté de les acheter. On a arrêté d'aller dans ces magasins-là et d'acheter ces jouets en plastique qui sont inutiles. Je vous assure que mes enfants sont absolument pas malheureux. Hein. Ils s'en sortent, hein. Vraiment. Et puis surtout, quand on a dû acheter des jouets, on s'est mis à acheter d'occasion. Je vous assure, la prochaine fois que vous voulez acheter un jouet, regardez sur Internet, vous allez le trouver d'occasion. Moi, mes enfants, enfin surtout mon fils, il est fan de Lego, notamment les Lego Star Wars. Dès qu'il en veut un ou qu'on c'est un bon anniversaire ou machin, on va sur Internet et on trouve dans le village d'à côté un jeu à acheter, un Lego d'occasion. Et quand mon fils en aura marre de ces Legos-là, eh bien on les revendra. Vous voyez que ce jeu-là va servir à plusieurs enfants, en tout cas à plusieurs générations. Donc on achète d'occasion, évidemment. Et puis surtout, on a inscrit la ludothèque. Et ça, c'est une vraie solution écologique. Pourquoi? De transition, hein. Vraiment. On va à la ludothèque, on a payé 7 € pour l'année, et là, tous les 15 jours, c'est juste la caverne d'Ali Baba. Ils arrivent et ils ont une proposition de jeu qui est juste incroyable. On va donc prendre les jeux qui nous intéressent, on vient à la maison, on joue avec, et puis au bout de 2-3 jours, quand l'intérêt est passé, plutôt que de le stocker avec les autres, on va le ramener à la ludothèque. Et là, la ludothécaire, c'est une amiche qui s'ignore, hein, puisque elle va prendre le jeu, elle va le nettoyer, le réparer s'il y a besoin, le compter, voir qu'il est bien complet, et elle va le remettre en rayon. Et là, un autre enfant va venir, va prendre ce jeu pour pouvoir jouer avec. En fait, ce jeu-là, plutôt que de dormir dans votre stock,
il va servir et il va être utilisé par peut-être 200, 300, 500, 1000 enfants. Donc en fait, on passe d'une économie d'achat à une économie d'usage. Plutôt que d'acheter l'objet, je vais le louer. D'accord? Ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. Et cette économie de la fonctionnalité-là, elle va nous permettre de sortir de cette logique de production dans laquelle on est, je vous ai décrit au départ, qui est de extraire, transformer et acheter. Okay? Là, on va acheter l'usage de ce produit. Et on pourrait l'appliquer, si vous réfléchissez bien, dans beaucoup de pans de notre société. Notamment le bricolage, par exemple. À quoi ça sert d'avoir tous une perceuse à la maison? Cette perceuse-là, elle dort dans votre placard. Et je crois que le temps d'utilisation moyen d'une perceuse, c'est 20 minutes dans l'ensemble de sa vie. 20 minutes où elle va être en rotation. Pourquoi on n'aurait pas des bricothèques? La bricothèque, vous allez, le jour où vous faites des étagères, vous allez à la bricothèque, vous prenez les bons outils qui vont bien, vous allez les louer, vous les utilisez pour le week-end et puis vous les ramenez. D'accord? Ou alors des bricothèques collaboratives. On va mettre tous nos outils en commun à l'échelle d'un lotissement, d'une rue, je ne sais pas, d'un village, et on va pouvoir se les échanger, etc. Et puis, dans cette économie de la fonctionnalité, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire de la richesse, on va créer de la richesse à la location de l'objet. La personne qui tient la société va vous le louer. Au bout de 3, 4, 5 mois, il aura amorti le coût de l'objet. Après, c'est que du cash qui rentre dans son entreprise. Donc, lui, il va tout faire pour le réparer et le faire durer le plus longtemps possible. Et puis surtout, il va vous vendre des services qui vont avec. Il va vous vendre la formation pour faire des étagères, la formation pour savoir l'utiliser. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider chez vous pour fabriquer tout ça. Vous voyez qu'on peut créer de la richesse autrement que par l'achat d'objets que l'on va produire à partir de matière et d'énergie et d'eau. D'autres modèles sont possibles. Pour le bricolage, c'est possible. Pour les loisirs, à quoi ça sert d'avoir tous une luge à la maison qu'on va peut-être utiliser quelques jours dans l'année? On les loue, c'est ce qu'on fait d'ailleurs beaucoup et de plus en plus au sport d'hiver. Pour le jardinage, à quoi ça sert d'avoir tous une tondeuse qu'on va sortir 5 fois l'année? Pourquoi on ne la prendrait pas en location quand on en a besoin? Je pense que si on calcule sur 10 ans, on est gagnant de la louer. C'est pareil pour la cuisine, les appareils ménagers. À quoi ça sert d'avoir tous un appareil à raclette? J'ai dit ça en Savoie, je me suis fait défoncer. Toute la salle d'un coup a fait non. C'était impressionnant. L'unité autour du Beaufort et de l'Emmental, quoi. Donc là, c'est bon pour vous. Donc l'appareil à raclette, on peut le louer. C'est pas grave. Pour les 2 raclettes qu'on va faire dans l'année, on le loue ou voilà, et ça fonctionne. Et c'est valable pour plein de choses, et notamment l'informatique, mais ça j'y reviendrai après. Et puis vous avez compris, chez nous on a vraiment enlevé le plastique de notre vie au maximum. Donc tout ce qu'on a chez nous, on a essayé de le remplacer par des matières qui soient nobles, pas en alliage, à longue durée de vie, recyclables. Je pense au bois, l'inox, le métal, le verre. Donc là j'ai quelques exemples comme la bouilloire, toute notre batterie de cuisine est en cuivre et en inox. Les gens vous disent, ouais, mais au début, c'est cher, tout ça, moi je préfère. Oui, mais tu l'achètes qu'une fois. Et puis l'inox ou le cuivre, tu peux la réparer. D'accord? Moi, tout ce que j'ai chez moi, ça fait des années et des années qu'on l'a. On va le donner à ma fille pour sa dot, pour son mariage. Ah, génial! Merci pour le cadeau. En tout cas, ça dure très longtemps. Et du coup, vous dépensez beaucoup moins d'argent sur le long terme. Moi, je dis souvent, j'ai pas les moyens d'acheter des trucs qui coûtent pas cher. Parce que tu passes ton temps à les racheter. Combien de poêles Tefal vous avez acheté dans votre vie? Incroyable. Dès qu'elle est rayée, ah ben non, c'est pas bon, tu manges le truc. D'ailleurs, la poêle Tefal, c'est recyclable? Autre exemple d'un produit en alliage, le téflon, c'est-à-dire un plastique haute densité avec l'acier. On recycle pas les poêles Tefal, on les brûle, on les met à l'incinération, les poêles Tefal. C'est fou quand même. Bref, voilà comment on a fait. Et puis vous avez vu, je vous ai dit, ça fait 4 ans que je fais des conférences un peu partout, et donc du coup je tourne, je me déplace. Alors je fais tout en train, au maximum en train. Quand je pars de chez moi et que je dois manger, j'ai une solution pour pas faire de zéro déchet. J'ai ma boîte à pique-nique. Je vous l'ai amenée, elle est là. C'est une petite boîte individuelle, vous voyez, avec les 2 petits compartiments. Je vais mettre ma petite salade, mon petit dessert. Super. Quand je pars de chez moi, je sais que je ferai pas de zéro déchet avec ma petite boîte à pique-nique. Sauf que je me déplace en train et que souvent je dois manger dans une gare. Le lendemain, des fois je me déplace 2, 3, 4 jours, je dois manger dans une gare. Vous avez déjà essayé de manger à emporter dans une gare sans faire de déchets? Bon courage. Donc on est dans une gare et qu'on veut manger un sandwich, on va chez... Voilà, ça marche toujours, à chaque fois. Oui, on va chez Paul, le petit artisan local, qui propose des produits locaux.
évidemment. C'est fou, hein, SNCF. Hein. Pourquoi on n'aurait pas des producteurs locaux, des projets locaux avec des produits voilà, le plus local possible, avec des bons sandwichs, des bonnes salades proposées par des gens qui travaillent sur le territoire et qui vont... Pourquoi on est toujours obligé d'avoir des grandes chaînes multinationales qui viennent nous proposer des trucs industriels fabriqués je ne sais pas combien de kilomètres d'ici? Bref, vous voyez un modèle de transition qu'on pourrait appliquer dans les gares, par exemple. Moi, je me retrouve chez Paul. Déjà, j'ai pas envie, hein, de manger ce sandwich-là, mais bref. Je vais vous prendre un sandwich, s'il vous plaît. Là, t'as déjà pas commencé que t'as un déchet, il est pour toi, c'est le gant. Tu l'as, il est pour toi. Ça s'appelle déchet caché. Elle prend sa petite pince, là, pour donner son sandwich. Elle va pour te le donner, et là, elle te sort un étui, long comme le bras, avec un côté papier et un côté plastique. Histoire de ne pas pouvoir le recycler. Et puis, histoire de savoir aussi ce que tu as commandé entre le rayon et la caisse pour te rappeler, tu sais. Donc, elle va pour le mettre dedans, elle te fait « Non, je veux pas le déchet. » C'est pas un déchet, c'est un emballage. Oui, mais je le veux pas parce que je vais manger le sandwich là et du coup, je vais le mettre directement dans la poubelle. Donc, en fait, ça sert à rien parce que je fais du zéro déchet parce qu'en fait, quand même, il y a 200 kilos par seconde qui arrivent dans les océans. Alors, les mammifères marins, bien, tu commences à lui expliquer, tu sais. Tu fais un petit topo pédagogique. Là, tu passes un petit quart d'heure. Elle te regarde, elle fait, dis donc, vous êtes un original, vous, hein? Oui, c'est vrai, ça fait 20 ans qu'on me le dit, peut-être, je sais pas. Elle prend le sandwich. Bon, d'accord, je le pose où? Ben là-bas. Il y a plein de bactéries. Non, mais allez-y, c'est bon, on s'en fout. Ok. Elle le pose. Tu t'es pas fait une copine quand même, fondamentalement. C'est pas comme d'habitude. Là, c'est pas fini. Pas de danse de la victoire trop vite ou hein. Tu veux un dessert? Un petit dessert, s'il vous plaît. Elle reprend sa pince à malaria, là, on sait jamais. Elle te prend le dessert. Tu lui as fait le topo, hein. Elle est au courant hein, sur le zéro déchet, ce que tu fais dans ta vie. Hein. Et elle te sort un étui en papier. Elle va pour le mettre dedans, tu fais « Non, toujours pas. Je fais toujours le zéro déchet entre le sandwich et le dessert. » Ouh. Là, tu commences à l'énerver. Elle est toute rouge. Bon, et je le pose où? Bah, toujours pareil sur le truc. Elle le pose. Là, l'ambiance est pourrie. Ça fait une demi-heure que t'es là. La queue à Montparnasse, elle commence à être super longue derrière toi. La serveuse, elle est rouge, elle voudrait que tu partes. Stratégiquement, c'est le moment où il faudrait partir quand même. Hein. Eh bien non. Toi, tu veux un café. Un café allongé, s'il vous plaît. Là, si t'as jamais vu un moment de solitude dans ta vie, tu le vois, hein. Là, il lui faut un soutien psychologique. Elle peut pas le faire tout seul. Janine, s'il te plaît, Janine, j'ai un fou, là, il a un mug. Qu'est-ce que je fais? Janine? Janine, elle est au fond de chez Paul, elle coupe des tomates au mois de janvier, tout va bien? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Il a un mug en inox, qu'est-ce que je fais? Janine, premier réflexe français, est-ce qu'il y a une loi? Ah oui, en France, il faut des lois pour tout. Hein. Est-ce qu'il y a une loi contre le mug en inox? Toi, t'es derrière, tu dis non, mais c'est bon, vous pouvez l'accepter, j'ai vérifié, c'est bon et tout. Là, elle décide conjointement avec Janine qu'il faut que tu partes maintenant. Donc, elle te fond le café. Là, elle regarde le café, tu l'as perdu. Hein. Dans sa tête, ça se dit, putain, j'aurais tout vu. Hein. Ah, les clients, ils m'auront tout fait. Elle te donne le café. Et là, d'un coup, tout le management revient au visage d'un coup. Et hop, elle te sort la touillette en plastique. Tac. Tous les petits sucres suremballés. Allez, vous en voulez combien? 12, 42, vous aimez le sucre, hein? Et puis je sais pas, ce jour-là t'étais sale ou quoi, elle te sort toutes les serviettes jetables à usage unique, elle t'en met un bloc, tenez. Mais non, je veux pas tout ça, je fais du zéro déchet, merci. Là tu reposes tout, et vu ce que t'as, tu peux faire la danse de la victoire, t'as gagné, c'est bon. Donc maintenant, Montparnasse, si vous voulez y aller, c'est fait. Hein. C'est fait, refait, ils me connaissent. Il y a un gros turnover, mais pourtant ils me connaissent, que j'y vais. Donc voilà, vous voyez qu'avec mon petit kit comme ça, avec ma boîte à pique-nique, mon mug et puis ma gourde en inox, je suis paré à toute éventualité. Quand je voyage, je peux manger, boire sans faire de déchets. Quoique ça devient compliqué maintenant. La dernière fois, j'étais dans la gare avec ma gourde et je veux voir les gars et je leur dis alors où est-ce que je peux remplir ma gourde parce que je vois pas de fontaine ou. Ils disent mais vous avez les distributeurs là juste là.
Je dis non, je ne veux pas acheter une bouteille en plastique, justement, je suis du zéro déchet. Je lui explique, le gars, je suis du zéro déchet, je voudrais remplir ma gourde avec de l'eau, s'il vous plaît. Où est-ce que je peux faire ça? Parce que dans les toilettes, tu peux pas, ils mettent le robinet là. Tu peux pas. Il me dit, non, non, il faut l'acheter. Je dis, moi je voudrais, on est dans une gare, c'est quand même un service public, excusez-moi. Je dis, ah non, non, SNCF c'est privatisé, hein. Donc l'eau est privée aussi. Oui, oui, c'est Nestlé, Coca qui les distribue dans les... Donc je me suis retrouvé en fait dans un lieu où je ne pouvais pas remplir ma gourde, qui est quand même un lieu public essentiel, hein, qui passe des millions de personnes et qui ne peuvent pas boire dans une gourde. Voilà où on en est rendu, c'est que même l'eau, aujourd'hui, l'accès n'est pas libre, public et gratuit partout. Hein. Dans une gare, je ne peux même pas la remplir. Donc il faut qu'un bar soit sympa et m'accorde de me remplir ma gourde là où je passe. Mais si on le faisait tous, je pense qu'il ferait la tronche. Bref, avec ce petit kit-là, je peux éviter les 5 kilos de déchets qui sont liés à la vente à emporter en France par personne chaque année. C'est absolument énorme. Évidemment, à chaque fois qu'on mange dehors, on va vous refiler des plastiques, des touillettes, des sacs, du papier, etc. Et puis ceux qui vous disent « oui, mais c'est bon, c'est biodégradable », c'est du bambou, c'est de la canne à sucre, c'est du maïs, que sais-je. Ça, c'est pas une solution du tout. Hein. Tout ça, il va falloir que ça pousse sur une surface agricole, il va falloir de l'eau, il va falloir de l'énergie, il va falloir évidemment des intrants chimiques, il va falloir transformer tout ça, d'accord? Et puis en fin de vie, on vous dit c'est biodégradable, c'est compostable, encore faut-il le composter? Est-ce que vous avez déjà vu des composts dans ces lieux où on vous vend ces trucs-là? Non. Tout ça va aller directement dans les poubelles, incinérées ou enfouies. Là, à ce stade-là, l'éco-bilan de ces produits-là est pire que le plastique pour la planète. La clé, vous l'avez compris, c'est de sortir du jetable de ces fausses solutions pour aller vers du durable. Ce sera la seule solution, c'est un contenant qu'on va laver et réutiliser des dizaines et centaines de fois. Là, on fera des économies de ressources, d'énergie et d'eau. Voilà, et puis vous avez vu, hein, pour arriver à un bocal, on a commencé à trouver un paquet de solutions. On commence à avoir notre organisation aujourd'hui. On a quelques trucs pour lesquels on n'a pas de solution. C'est-à-dire que collectivement, on ne nous propose pas la solution. À commencer par le vin. Je t'ai dit que ma femme était alcoolique. Du coup, boire tout le temps, moi aussi, hein, j'avoue, mais boire tout le temps le même vin en vrac à la Biocoop, ça va 5 minutes, hein, plus une piquette. Donc, nous, on aime bien les bouteilles avec une étiquette, avec un millésime, avec un cépage, avec un terroir. Donc, on achète des bouteilles. On se retrouve à chaque fois avec la bouteille en verre. Ça fait partie, en tout cas, d'une grande partie des déchets qui nous restent chez nous à la maison, c'est ces bouteilles en verre. Et le verre en règle générale. Qu'est-ce qu'on en fait? On le met au recyclage, c'est bien. Là, on a dit, hein, c'était bien, ça permettait de réduire la quantité de déchets ménagers résiduels, d'avoir du recyclage. Le recyclage du verre, c'est écologique pour vous? On dirait en CM2, vas-y, réponds, toi. Hein. Le question piège de la maîtresse. Mais je vous refais le cycle, d'accord? Comme ça, on va décider ensemble si c'est écologique de recycler le verre. Vous prenez la bouteille, d'accord? Là, vous la mettez dans le Moloch de tri, hein, qui est dehors, dans la rue, pling, ah, il est cassé. Là, il y a un gros camion qui arrive avec du gasoil, des gros pneus, caoutchouc, ça. Ils vont prendre le truc, ça fait un boucan d'enfer. On va l'amener jusqu'au centre de tri, on va stocker. Là, d'autres camions vont arriver, avec du gasoil et des gros pneus, pareil, qui vont prendre tout ce verre-là pour l'emmener dans l'entreprise qui va recycler. Là, avant de recycler, il va falloir commencer à faire une chose, c'est virer les étiquettes et les couvercles. Donc il va falloir des bains, il va falloir des chaînes de tri, des gens. On va traiter après de manière optique, donc électronique, tous les verres qui sont de couleur et les verres blancs, d'accord? Imaginez toutes les infrastructures et ce que ça va consommer de ressources, d'énergie et d'eau pour fabriquer tout ça, hein, ok? Ensuite, donc on détecte de manière optique, on trie le verre. Ensuite, il faut mettre tout ça dans un four, 1400 degrés, ok, électrique. Il va falloir fondre le verre. Ce sont des machines qui après vont refondre la bouteille, tout ça sur les tapis roulants pour arriver jusqu'à la palette là-bas qu'on va blisteriser, remettre dans des camions, qu'on va emmener vers les entreprises qui vont le distribuer à nos viticulteurs, qui vont remettre le même vin pour le vendre au même endroit. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être écologique dans cette distribution-là? La consigne, évidemment. La consigne. Là, on est quand même en train de casser une bouteille. Non mais réfléchissons. Hein. Une bouteille qui fonctionne très bien d'ailleurs. On la casse pour la refabriquer à l'identique pour vous la revendre. Pour moi, ça s'appelle une arnaque en fait. Hein.
Ça s'appelle une arnaque. Et c'est ce qu'on vit depuis 50 ans en nous disant c'est la solution écologique à tous nos maux. Vous voyez qu'on est déjà dans cette situation du recyclage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La consigne, évidemment. Que cette bouteille de vin, elle soit consignée, qu'on la ramène et qu'on puisse la re-remplir pour aller consommer ce vin. D'accord? Selon une étude de l'ADEME, qu'on utilise 5 fois cette bouteille-là, 5 fois réutilisation, c'est 60% d'économie de CO2. Vous voulez lutter contre le changement climatique? Allez, c'est parti, mettons la consigne en France. Il faudra peut-être moins de modèles de bouteilles en verre parce qu'il faudra normer tout ça, mais on fera du marketing autrement. C'est pas grave, cette bouteille-là, c'est une bouteille. D'accord? Qui a mis le premier Moloch de tri en France? Qui nous a dit les premiers, le recyclage, c'est génial? C'était en 73. Je n'étais même pas né. En 73, premier Moloch de tri, c'est le cartel du verre. En tête Saint-Gobain, qui ont posé les premiers Molochs de tri et qui nous ont dit après, rappelez-vous, à l'époque, on gagnait 15% pour la lutte contre le cancer, pour l'ARC, qui était redistribué. Bon, il s'est barré avec l'argent depuis, c'est encore une autre question. Mais voilà comment ça a démarré, en fait. Ça a démarré comme ça. Et aujourd'hui, on casse du verre pour le refabriquer. Vous l'avez compris, c'est pas du tout écologique. Et moi, je me retrouve avec ces bouteilles-là. J'aimerais vraiment qu'on les réutilise. Mais j'ai pas la solution. Aujourd'hui, dans les Landes, il n'y a pas la consigne. Deuxième chose pour laquelle j'ai un problème, c'est les médicaments. Bon, il se trouve qu'on en consomme peu, on n'a pas de maladie de fond chez nous, tant mieux. Et puis peut-être qu'on a un mode de vie qui fait qu'on consomme peu de médicaments. Mais on se retrouve toujours avec cette petite plaquette, vous savez là, plaquette aluminium plastique collée, je vous ai dit, ça on ne le recycle pas. Surtout qu'il reste souvent des médicaments dedans, vous avez remarqué, on les finit rarement les boîtes, d'accord? Donc là on les ramène à la pharmacie. Qu'est-ce qui se passe? On a un circuit d'occasion, on va le donner au secours populaire, petits frères du pauvre, les amener en Afrique, en Asie, vous savez que la moitié, avec quasiment les 3/4 de la planète, aujourd'hui n'a pas accès aux médicaments et aux soins, d'accord? On distribue, non? En fait, quand on amène ces médicaments-là à la pharmacie, ils vont être brûlés directement. Interdiction d'avoir un circuit d'occasion, interdiction de recycler, etc. C'est-à-dire qu'on gaspille et on va brûler des médicaments qui sont en bon état. On va évidemment brûler du plastique, de l'aluminium, du carton, etc. D'accord? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir une démarche écologique dans la pharmacie aujourd'hui? Pharmacie en vrac. Moi, j'en rêve. Bonjour, j'ai 8 jours de traitement. Ben voilà, vos 16 pilules matin et soir dans mon petit pilulier en inox, tac, tac. Là, j'ai pas de gaspillage, la juste dose, ok? J'ai pas d'emballage, pas de plastique, économie de ressources, économie d'énergie et d'eau. Voilà l'écologie dans la pharmacie. On a vu la taille du lobby qu'on a en France. C'est pas gagné, Du coup, j'ai pas la solution. J'ai toujours ces médicaments et ça finit dans mon bocal. Okay, je passe sur le reste. Je vais aborder 3 problèmes aujourd'hui qui sont ceux de tout le monde, qu'on soit écolo ou pas, qu'on soit engagé dans une transition écologique ou pas. C'est l'ordinateur, le téléphone et la voiture. Ça, ce sont nos 3 grands soucis écologiques en ce moment. Pour l'ordinateur et le téléphone, j'ai des solutions à vous proposer. Pour la voiture, non. L'ordinateur et le téléphone, aujourd'hui, on en a tous un. On en a tous besoin. Moi, si j'avais pas d'ordinateur, j'aurais pas pu envoyer de mail pour venir aujourd'hui. On a tous un smartphone. Vous avez tous un smartphone. C'est incroyable. On est connecté avec nos amis, notre famille, toutes nos applis pour notre boulot, nos mails, etc. On s'en sert en permanence. C'est devenu un objet indispensable en l'espace de quoi? 12 ans. Premier iPhone, c'était l'iPhone 1, c'était en 2008. Vous vous rendez compte? C'était hier. Il y a 12 ans. Avant ça, on n'en avait pas. Là, vous allez tous sortir de la conférence. Ouais, ça va, il est un peu chiant, mais c'est bon. On va tous s'envoyer un truc. C'est absolument incroyable. En 12 ans, on a mis 12 milliards de smartphones en circulation sur Terre. En 12 ans. Le double d'habitants de la planète. Sans jamais se poser la question de l'écologie, ni à la conception du smartphone, ni sur sa durée de vie, qui devrait être très longue. Là, on fait tout pour la raccourcir. On fait l'inverse. Et ni en fin de vie au recyclage. On est dans le non-recyclage total de notre smartphone. Il n'y a même pas les filières. Aujourd'hui, si on voulait récupérer les minerais qu'on a, il y en a 40, minerais et terres rares en alliage dans nos portables. Si on voulait les récupérer, il faudrait créer les filières. On ne les a même pas. Ça coûterait 10 fois plus cher que ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire le faire venir d'un pays africain, d'Amérique ou d'Asie. Ça nous coûte beaucoup, beaucoup moins cher. On n'a même pas les filières. Donc là, sur le numérique, on est à l'opposé complet d'une démarche écologique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'économie de la fonctionnalité. Pourquoi on doit tous acheter ces objets-là pour les posséder? Pourquoi on ne les louerait pas? Pourquoi on ne les louerait pas? Moi, c'est ce que je fais. J'ai un Fairphone. Vous savez, le Fairphone, c'est un des rares
smartphone aujourd'hui qui a une démarche équitable sur les minerais. Alors, je crois que c'est 5-6 minerais aujourd'hui qui sont sourcés de manière équitable. Ils ont une démarche de labellisation et bravo pour eux, parce qu'il faut savoir comment c'est fabriqué, hein, comment on extrait les minerais aujourd'hui sur Terre. Hein. Allez voir les mines de cobalt au fin fond du Congo, c'est des gamins de 10 ans qui vont le chercher. Hein. Sous la surveillance de multinationales et de milices privées, la région des Grands Lacs en Afrique, c'est juste une jungle sur Terre. On a tous besoin du cobalt sur Terre, donc tout le monde se tait. Voilà où on en est, on est dans un consensus international à ce sujet-là. Donc du coup, le Fairphone travaille sur les mines et sur essayer de sourcer équitablement, en tout cas leur smartphone. Et puis une partie est recyclée aussi, notamment sur le plastique, la coque par exemple. Et moi je le loue. Je le loue 28 € par mois. Il n'est pas à moi. Ça fait 3 ans que je l'ai déjà réparé 2 fois. J'ai réparé le petit micro et j'ai réparé l'appareil photo. Je n'ai pas jeté entièrement le smartphone, j'ai juste changé la petite pièce que j'avais. Et eux, ils essaient de reconditionner cette pièce ensuite. Voilà ce qu'on devrait faire pour nos téléphones. On devrait essayer de les garder 10 ans, 15 ans, 20 ans pour arrêter de prélever de la ressource que l'on va transformer avec de l'énergie, de l'eau, toujours la même équation. Pareil pour nos ordinateurs. Pourquoi on va le renouveler tous les 2 ans ou tous les 3 ans? Pourquoi on ne le garderait pas? On va le rebooster, le réparer, le remettre à jour. Et puis la personne qui nous loue ces ordinateurs-là, il va nous proposer tous les services qui vont avec. On parle toujours de la fracture numérique. Effectivement, ma mère, quand elle envoie un mail, c'est juste... elle est perdue. C'est évident, c'est pas sa génération. Là, cette société qui vous le loue, eh ben, va peut-être vous louer derrière des formations, un accompagnement, un soutien. Voilà les services qu'on pourrait avoir pour que tout le monde ait accès à cette ressource numérique-là. C'est pas le cas du tout. Là, on vous le vend et puis débrouillez-vous. Puis quand il marche plus parce qu'il y a tellement eu de bugs en 2 ans, ben, t'en rachètes un autre. On est dans le consommable, jetable. C'est pas compatible avec notre planète aujourd'hui. Donc l'économie de la fonctionnalité, ça existe aujourd'hui pour les ordinateurs et le téléphone. Mais vous voyez que c'est à la marge, c'est 0,01% du marché. Mais c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Là où j'ai un problème, c'est pour la voiture. Alors là, ma transition écologique, moi j'habite à la campagne, comme 52% des Français. Un Français sur 2 habite à la campagne, a besoin de sa voiture pour travailler, voir ses amis, voir sa famille, les loisirs, etc. Comment on va faire la transition écologique dans les campagnes, ici? Comment on va le faire? Pour vous, c'est la même question. Moi, je n'ai pas la solution. Du coup, ma voiture, quand elle est en fin de vie, c'est 1 tonne de déchets. Ça ne rentre pas dans le bocal. J'ai essayé. Et je ne compte pas les plaquettes de frein, les vidanges, les pièces, etc. Tout au long de la vie. D'accord? Donc ça, c'est un vrai problème. Et on va évidemment, encore comme tout le reste, à l'inverse de ce qu'on devrait faire dans les solutions collectives, en tout cas aux campagnes. On ferme les petites lignes de chemin de fer qui rendaient de grands services au lieu de les maintenir, etc. etc. Quand on est en ville aujourd'hui, ne pas avoir de voiture, c'est possible. On a un bouquet mobilité, trottinette, à pied, tram, vélo, etc. En campagne, on n'a pas de solution. Voilà. Donc j'ai ma tonne de déchets pour lesquels je n'ai pas de solution aujourd'hui. Voilà, ça c'est ce qu'on a mis en place pendant 3 ans pour arriver au bocal. C'est le mind map du zéro déchet. Vous voyez que quand on voit ça, on se dit « Oula, je vais jamais y arriver ». Effectivement, si vous voulez tout faire en 1 mois, ça va être compliqué. Vous allez faire le burn-out du zéro déchet. On reçoit des mails de gens qui se lancent, mais à corps perdu dans le zéro déchet, en disant « C'est bon, on y va ». Souvent, c'est la femme qui emmène l'homme et qui nous envoie le mail. C'est un peu comme ça que ça se passe, sans faire du sexisme, désolé, mais c'est comme ça. Oui, il est encore revenu avec un paquet de chips, tu en as marre. Calmez-vous, on va divorcer, j'en peux plus. Au bout d'1 mois de zéro déchet, évidemment, si vous voulez tout faire d'un coup, vous allez exploser. Donc la première qualité, si vous voulez faire du zéro déchet, c'est d'être patient. Il faut être patient. Nous, on a mis 3 ans pour arriver au bocal. Vous voyez le nombre d'actions qu'il va falloir mettre en place. En tout cas, se mettre dans une démarche de changement, et c'est d'abord une résistance qu'on a, nous, au changement, qui est psychologique. Il va falloir inverser ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on est parti, après, on gagne des nouvelles habitudes, petit à petit, et on ne revient pas en arrière. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'on va garder ces bonnes habitudes et continuer à s'améliorer petit à petit. Donc, il faut être patient, mais ça va le faire. Et puis surtout, il faut être indulgent. Indulgent avec soi-même, à commencer. D'accord ? Je ne suis pas parfait. D'accord ? Ma chemise n'est pas en chanvre équitable qui a poussé à 100 km de chez moi. Mes chaussures, c'est des Made in Indonesia, j'ai vérifié juste avant. Ma voiture, elle est au diesel. Je ne suis pas parfait. Qui est parfait dans notre système ? Personne. Ça n'existe pas. D'accord ?
Donc soyez indulgents avec vous-même, faites le maximum, faites le bien, mais vous ne serez jamais parfait. Et puis indulgents avec les autres aussi. Avec vos proches, avec votre conjoint, déjà pour commencer. Avec votre collègue de boulot, vous savez, celui qui arrive avec un sandwich triangle le midi là. Ça vous énerve à chaque fois. Laissez-le manger son sandwich, puis une fois qu'il a fini, après vous pouvez lui parler de son cancer. Là, vous aurez le temps, mais avant il est en hypo, il peut rien entendre de toute façon. Soyez indulgents avec vos amis. Moi, mes amis, ils sont tous sauf zéro déchet. Il y en a, mais alors, ils sont à des bornes, ça reste mes copains. Hein. Avec la belle famille, soyez belle maman, on en parle. Moi, belle maman, je suis passé à l'autre stade de l'indulgence, je suis passé au stade de l'indifférence. C'est-à-dire qu'à Noël, je me débranche. Je ne parle pas, évidemment, de zéro déchet, d'écologie. Je ne parle pas de politique. Je ne parle pas d'éducation des enfants. Du coup, il reste la météo. Il fait beau, hein. Oula, oui. Oh, on a de la chance, hein, cette année. Hein. Oui, on a de la chance. Mais là, t'es bon. Là, t'es dans l'indulgence maximum. De toute façon, ça sert à rien. Il y a déjà 15 cadeaux prévus par enfant, donc t'énerve pas. Mais voilà, être indulgent. Et puis surtout, faites-le pour vous. Faites-le au mieux possible que vous pouvez. Essayez pas de convaincre tous ceux qui sont autour de vous parce qu'ils sont pas à votre stade de compréhension. Vous savez, souvent en écologie, on essaie de donner des conseils à tout le monde alors qu'ils ne vont pas demander. Ça, c'est une règle de base dans l'humanité. On ne donne pas un conseil à quelqu'un qui n'a pas demandé. Hein. Moi, si j'étais toi, moi, si j'étais à ta place, ben oui, mais t'es pas à ma place. Et dans l'écologie, c'est valable aussi. C'est-à-dire, laisser les gens prendre conscience petit à petit. Et s'ils ont besoin d'un conseil, ils viendront vous le demander. Et à ce moment-là, là, oui, vous pouvez leur donner. Voilà, et puis au bout des 3 ans, on s'est dit, bon, bah c'est bon, alors ça y est. On est soutenable, on est durable, on a fait tout ce qu'il fallait pour que une famille comme nous n'impacte plus la planète. Donc on a voulu vérifier. On s'est dit, est-ce que vraiment c'est bon? Donc on a fait nos empreintes. On a fait une empreinte écologique, une empreinte épargne, une empreinte carbone et une empreinte finance, argent, épargne. On voulait savoir si dans notre vie, on était bon sur toute la ligne. Là, je vous ai mis notre impact carbone et oh miracle, dans 2 domaines, on a réussi à passer durable dans nos émissions de CO2. C'est l'alimentation et la consommation. Et vous voyez que l'alimentation et la consommation sont les 2 domaines que l'on va travailler avec le zéro déchet, donc ça vaut le coup. Pourquoi l'alimentation? On est passé durable, on a divisé nos émissions carbone par 4. Pourquoi? Parce que les émissions carbone dans l'alimentation, c'est pas tant la production agricole, évidemment. Il y a des machines, etc. Il y a une émission et une utilisation de l'énergie, c'est sûr. Mais surtout, dans l'alimentation, là où vous allez consommer et émettre le plus de CO2, c'est dans la transformation des produits. Tous ces produits que l'on achète en grande surface et qui sont transformés, ultra transformés, tous ces plats cuisinés, tous ces produits suremballés, avec le pire du pire, sont les produits surgelés. Imaginez la consommation d'énergie pour tenir ces produits à la température aussi basse de A à Z de la chaîne jusqu'à votre congélateur dans la cuisine. C'est une catastrophe. Quand vous sortez de la grande surface et du supermarché, quand vous faites essentiellement des circuits courts et des produits bruts, vous décarbonez complètement votre assiette, vous divisez par 4 vos émissions carbone, c'est en tout cas ce qu'on a fait nous. Donc vous voyez que ça vaut le coup pour le changement climatique de consommer en circuit court et brut. Okay, et puis la consommation, ben, on a arrêté de consommer. On a essayé de consommer des choses qui durent le plus longtemps possible. On a mutualisé, on a loué, on a réparé. En faisant tous ces R de l'économie circulaire et pas simplement de recycler, eh bien on arrive à diviser par 3 nos émissions carbone de nos produits de consommation et devenir durable. Donc, vous voyez que ce n'est pas une fatalité. Le gros souci, c'est, vous l'avez vu, les transports, 2 voitures, déplacements quotidiens, on n'est pas du tout durable. Ça ne marche pas. Il va falloir trouver une solution. Pour l'instant, je vous l'ai dit, je ne l'ai pas. En tout cas, pas chez moi en campagne. Vous vous rappelez le petit iceberg du début? Je vous ai dit 590 kg de déchets pour 50 tonnes de ressources consommées. Si je fais du zéro déchet, je ne produis plus que 5 kg ou 2 kg annuels de déchets. Ça veut dire que je suis sorti d'une consommation à outrance. Ça veut dire que j'ai mutualisé, loué, partagé, réparé, réemployé. Ça veut dire que j'ai économisé des produits neufs, donc des ressources, de l'énergie et de l'eau. Donc j'ai réduit mon empreinte écologique juste en changeant mes habitudes. Vous voyez que c'est possible, c'est pas du tout une fatalité. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous allez faire des économies.
Nous, on a mesuré au bout de 3 ans qu'on avait réussi à économiser 30% sur notre budget annuel familial. 30%, ça commence à faire une belle somme. Hein. Si on fait l'équivalent, parce que les ricains nous disent tout le temps, oui, le temps, c'est de l'argent. Vous savez, hein, c'est qu'on est winner. Hein. Le temps, c'est de l'argent. Moi, j'ai plutôt envie de dire, l'argent, c'est du temps. Si on veut l'argent sur notre compte en banque, il va falloir passer du temps au travail. Si je dépense moins 30%, ben, je vais travailler moins. 30%, ça veut dire que j'arrête de travailler le jeudi midi. J'en vois certains qui ont les yeux qui brillent. Ah ouais. Mais ça, c'est un des atouts de la transition écologique. C'est-à-dire qu'on va travailler moins. On va sans doute partager aussi le temps de travail pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et surtout, en consommant moins, ben, on produit moins. Et ben, on a plus de temps pour nous. On est dans un cercle vertueux, d'accord? Là, on est plutôt dans un cercle vicieux. On bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avoir de l'argent pour acheter des trucs qui nous font gagner du temps pour aller travailler. Ça s'appelle les plats cuisinés et le micro-ondes, ça. D'accord? En sortant de ce cercle-là, on va dans un cercle où on travaille moins, on dépense moins, donc on travaille moins, donc on a du temps pour soi, pour les loisirs, pour la famille, pour cuisiner, et on retourne vers un cercle qui est beaucoup plus vertueux, en tout cas beaucoup plus humain, parce qu'on aura ralenti. Ouais, vous voyez que la clé, c'est le travail et l'argent. Au passage, on va manger bio, local, saison, le plus possible. Je vous ai dit, les 3 en même temps, c'est assez compliqué. La clé, c'est de manger des produits bruts. D'accord? Les gens me disent, oui, mais le bio, c'est hyper cher. Effectivement, si vous faites le même caddie que vous faites chez Leclerc ou Auchan, et vous allez le faire à la Biocoop ou à un magasin bio, ça va vous coûter 500 €. Il va falloir vendre un œil à la caisse, ou je peux mettre un truc en crédit, un rein. Ou... Donc, la clé, c'est de faire des circuits courts, votre marché, vos producteurs locaux, et là, vous allez pouvoir manger bio. En plus, ce bio, c'est le seul qui vaut le coup, hein, parce que le bio qu'on achète dans les magasins, qui est suremballé en plastique, qui est fabriqué par des sans-papiers marocains au fin fond de l'Espagne et qui a traversé l'Europe en camion, ce bio-là, il est tout sauf vertueux. Hein. Ce bio-là, il est devenu industriel, malheureusement. D'accord ? En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on protège sa santé en faisant du zéro déchet. Je vous l'ai dit, on a détoxifié notre alimentation, on a détoxifié nos produits d'entretien, nos cosmétiques. Tout ce qu'on achète d'occasion, c'est-à-dire les meubles, les jeux, les vêtements, il n'y a pas ce phénomène de relargage chimique dans notre corps et dans notre environnement. Okay, donc tout ça nous permet de protéger la santé de nos enfants et la nôtre sur le long terme. Vous savez, on parle tout le temps de ces maladies de civilisation, le cancer, l'Alzheimer. Tout ça est lié à notre consommation, tout ça est lié à notre environnement direct. D'accord ? Et puis en plus, ça fait du bien mentalement. Tous les gens qui me font du zéro déchet me disent « je me sens mieux psychologiquement, ça me fait du bien d'être acteur, mon environnement est plus agréable, je fais du lien social, je dépense moins d'argent, et puis je me rends compte que je suis capable de faire des choses. » Donc c'est vraiment vertueux, ça fait du bien, et en ce moment, je pense qu'on en a besoin de retrouver du sens dans nos vies. Donc le zéro déchet, mais pour ça, mentalement, c'est plutôt intéressant. Et puis la dernière chose, et je ne pensais pas au départ, hein, quand on a fait du zéro déchet, que ça allait être aussi efficace, c'est qu'on développe une autre économie. Une économie locale et résiliente. D'accord ? Quand vous allez en grande surface, vous allez acheter soit un produit anglo-saxon d'une de ces grandes marques, hein, je pense à Coca, Kraft, Nestlé, Procter & Gamble, Unilever, Mars, Kellogg's, etc., qui sont toutes des mastodontes de l'agroalimentaire. Hein. Je crois que Nestlé doit peser quelque chose comme 80 milliards de chiffre d'affaires annuel pour 4 millions d'employés au monde, c'est assez énorme. Ou alors vous avez les 4 groupes français qui font aussi leurs propres produits, les 4 groupes français qui sont Auchan, Leclerc, Intermarché et Carrefour, et ces 4 groupes-là détiennent le monopole en France puisqu'ils ont 82% de la circulation de la marchandise alimentaire en France, détenue par ces 4 grands groupes-là. D'accord ? Quand vous allez en grande surface, vous allez acheter un produit qui n'est pas fabriqué sur le territoire, dont la société n'est pas domiciliée sur le territoire, qui ne crée pas d'emplois, d'accord, ni de richesse sur votre territoire. Par contre, ces sociétés-là, elle va prendre cet argent-là pour aller la distribuer à ses actionnaires qui sont la plupart du temps en dehors de nos frontières. Ça s'appelle un pillage, ça s'appelle une évasion de notre richesse, de nos territoires. Quand vous faites du zéro déchet, vous consommez local, producteur local, coopérative locale, d'accord, votre argent, il reste dans le territoire. Il crée de l'emploi, il crée de la richesse. D'accord ? Et en plus, on est résilient parce que vu les crises qui nous attendent, quand on consommera le plus local et le plus sur le territoire, eh ben on sera à l'abri de ces grandes crises. Je vous rappelle qu'une ville comme Paris a 3 jours de stock alimentaire pour 10 millions de personnes. Ça s'appelle juste une bombe.
Donc voilà, en faisant du zéro déchet, on va vers une autre économie. En fait, quand on a 1 euro à dépenser dans sa poche, on a le choix de le donner à la filière qu'on veut. Soit on peut le donner aux actionnaires de chez Nestlé, soit on peut le donner à notre coopérative locale qui nous fait manger et qui crée de la richesse sur le territoire. Quand on a 1 euro dans la poche, on vote. À nous de savoir à qui on veut le donner. Et ça, c'est un choix qu'on peut tous faire en conscience. Je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que c'est insuffisant. Ce n'est pas l'offre et la demande qui vont changer la société de demain. En tout cas, elle peut commencer à influer et dire que nous, on veut autre chose, d'accord? Mais effectivement, il faudra de l'action collective, politique, et sur les territoires, et nationales, et Europe. Mais pour l'instant, on est tellement loin, à nous de faire déjà à notre niveau le maximum qu'on peut faire. Et l'euro, c'est une arme. Voilà, et puis la dernière chose, après je vous laisse tranquille. Les gens me disent, oui Jérémy, ta sobriété volontaire, là c'est bien gentil, mais moi j'ai pas envie de perdre mon niveau de vie. Alors le niveau de vie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi j'essaye de comprendre. Alors je regarde, je me dis, moi j'ai tout le confort chez moi. J'ai un toit, j'ai un chauffage, j'ai un frigo. Mes enfants ont des jeux. Je veux dire, je suis un privilégié, j'habite en France. Je suis encore plus privilégié, j'habite au bord de l'océan. Je fais partie des 0,01% des gens qui vivent bien dans le monde. Je vous rappelle quand même que dans le monde aujourd'hui, on est 7 milliards et demi, 3 milliards des êtres humains vivent avec 2 $ par jour. 2 $ par jour pour vivre, pour la moitié de l'humanité. C'est ça la réalité aujourd'hui de notre planète. Et nous, pays riches et qui avons tout, on se dit je ne vais pas renier mon niveau de vie. Mais on a tout déjà, on a tout. Et puis surtout je regarde qu'en faisant du zéro déchet, j'ai pas perdu au niveau de vie, j'ai gagné en qualité de vie. Je travaille moins, je mange mieux, j'ai plus de liens sociaux, je protège ma santé, je protège l'environnement. En fait, le zéro déchet, c'est une démarche de transition écologique, vous l'avez compris, pour l'alimentation et pour la consommation. Et ça remet du sens à notre vie. Cette sobriété-là, c'est la sobriété heureuse. En tout cas, nous, elle nous a rendus heureuses. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et donc tous ces 3 ans-là, on les a racontés dans un blog qui s'appelle famille0déchet.com. Donc on a raconté les 10 articles avec des illustrations de Bénédicte, avec mon humour douteux, donc du coup puisque c'est le mien, voilà. Mais vous allez voir que vous allez retrouver pendant ces 3 ans-là toutes les aventures qu'on a pu vivre et tous les essais, les échecs qu'on a mis en place. On passe tous par le même chemin, c'est assez rigolo.